Wesh, c'est Léo Sartel. Si vous connaissez cette phrase, c'est que vous connaissez qui je suis. Sinon, vous allez découvrir dans ce podcast qui je suis. Je m'appelle Léo, j'ai 23 ans, je fais du football américain. J'ai eu la chance de vivre au Canada et je vis actuellement en France. Et je partage tout ça sur mes réseaux sociaux. J'ai eu la chance d'être invité par les gars pour discuter de ma carrière, que ce soit sportive ou sur les réseaux. Et je leur ai donné plein d'anecdotes sur tout ce que j'ai pu faire. C'est un épisode vraiment cool que j'espère qu'il va vous plaire. Voilà. Merci d'écouter ce podcast de MVP Nutrition. Et puis, c'est parti. Bonne écoute. Aujourd'hui sur l'épisode, si vous nous écoutez de France, vous le connaissez assurément. Si vous nous écoutez du Canada ou du Québec, ben vous devriez le connaître parce que c'est le YouTuber francophone qui couvre le football américain qui est le plus écouté sur YouTube. Léo, bienvenue sur le podcast. Est-ce que l'intro t'a fait justice? Est-ce que c'est ton titre officiel, le Ouais, YouTuber ouais, francophone le plus écouté? c'est ça. Je vais le prendre. Ça me fait justice. En vrai, je sais pas si en vrai, j'avoue, je vais mentir, je vais dire, je sais pas si c'est moi le plus écouté. Si, si, on va être honnête. Mais en tout cas, c'est ça, ouais. Je dirais le YouTuber français qui essaye de démocratiser le sport. Est-ce qu'on commence par là? Qu'est-ce que tu veux dire par démocratiser le sport? Je pense que ma mission interne avec la création de contenu, avec YouTube, etc., c'est rendre ce sport le plus accessible possible, que les gens ils aient la chance de voir des choses et de comprendre le football, pouvoir partager que ce soit des matchs, des visites d'université, etc. C'est ça, pour essayer de populariser mon sport, qui est bien sûr au Québec quand même pas mal populaire, le football, mais en Ouais, France on est vraiment. loin de ça. Et je sens que même si c'est que le début, il y a déjà eu des étapes qui ont été franchies. Ouais. De quelle façon, toi, t'as été introduit au football en France? C'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai grandi à Thonon-les-Bains. J'ai déménagé ici quand j'avais 10 ans. Donc, il y a une petite ville à l'est de la France. Tu vois, on est 35 000 habitants. Et en fait, Thonon-les-Bains a l'équipe des Black Panthers, qui est une des plus grosses équipes de France et d'Europe. Et du coup, partout dans la ville, il y avait des affiches. Tout le monde connaît les Black Panthers ici. C'est genre, les joueurs, ils vont dans les magasins, ils ont des réductions, les gens les reconnaissent Ah et tout ouais. quand ils ont du gear. Donc, moi, j'ai très vite voulu aller voir des matchs. Quand j'étais très jeune, je voulais rentrer dans l'équipe quand j'avais genre 12 ans, 11-12 ans. Enfin, ça fait jeune en France, au Québec, pas tant. Et ma mère, elle voulait pas au tout début. Finalement, après ça, j'ai rencontré des amis, dont un qui jouait au football américain. Et voilà, je me suis inscrit. J'ai fait un an de flag d'abord. Mhm. Puis après, je me dis non, j'ai envie de jouer équipé. J'ai envie de faire du foot, donc c'est ça. C'est drôle ce T'avais que quel âge tu... à ce moment-là? J'ai rejoint le camp d'entraînement. En gros, il y a un camp l'été ici à Thonon. Il se fait plus maintenant, mais c'est un camp de perfectionnement, ok? Qui s'appelait l'EFAJA. C'était pour tous les joueurs en France qui jouaient, qui étaient expérimentés. Moi, j'avais jamais fait de foot équipé, mais je me suis dit, vas-y, j'y vais, je rentre direct dans le dur. Et j'avais 16 ans et j'ai eu mes 17 ans pendant le camp. Ok. Puis ce que tu C'est disais, complètement différent de... on a un délai. On a un délai si on parle en même temps. Désolé. Ce que je voulais dire, moi, Léo, c'est ce que tu vis à ton nom, ça semble vraiment différent de ce qu'on voit habituellement en Europe. Je veux dire, ce que tu me dis, ça sonne presque américain. Les gars se font reconnaître, tout le monde connaît l'équipe, tout le monde veut y aller les voir, ils ont des réductions en magasin. Est-ce que ça existe ailleurs en Europe ou c'est vraiment particulier de ta région? En Europe, je dirais que oui. Il y a notamment, par exemple, en Allemagne, tu vois, il y a Schwäbisch, qui est une équipe qu'on a jouée l'année dernière, Schwäbisch Unicorns, qui est une équipe allemande d'une petite ville aussi. C'est à peu près la même situation, où c'est vraiment le sport phare de la ville, donc tout le monde connaît l'équipe. Mais sinon, c'est quand même assez rare d'avoir ça en Europe. Ok, ok, intéressant. Bam, tu disais? Je m'en ai simplement dire que la situation est comme complètement l'inverse qu'au Québec. Maintenant, c'est vraiment pas rare de commencer à jouer au football en équipé, comme tu dis, Léo, au primaire. J'ai coaché des jeunes au primaire, donc qui avaient 9, 10, 11 ans, puis qui commençaient déjà à s'entraîner au football équipé. Puis normalement, à 16, 17 ans, si tu commences à jouer au football au Québec, t'es en retard. T'es en retard. Ou c'est très, très rare que ces joueurs-là vont percer. Ça arrive, mais c'est vraiment une exception, là. Pour quelle raison tu penses que
ça fonctionne de cette façon-là, de ton côté du monde? Je pense que déjà, il y a un truc d'entre guillemets sécurité, tu sais, quand ce sport il s'est mondialisé, le football américain, quand tu parles à des gens qui connaissent moins, une des premières choses dont ils vont te parler, c'est les commotions, c'est le film avec Will Smith, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être en France chez les parents un petit truc en mode oula, ce sport, il y a quand même beaucoup de contacts, tu vas commencer plus tard. Et aussi, tu vois, il y a carrément des lois, entre guillemets, pour toutes les sections U14, donc les moins de 14 ans. Ils font pas de plaquage. Ils sont équipés, mais ils ont des flags. Donc, OK. ils jouent à 9, ils jouent équipés, tout pareil, sauf qu'ils ont des flags. Est-ce que ça concerne d'autres sports ou seulement pour le football américain? De ce Comme que le je connais, rugby, par seulement le exemple? football américain. Je pense le rugby, je sais que tu as le droit de faire du contact et tout plus tôt. Le football américain, c'est encadré comme ça, en France en tout cas. C'est quand même intéressant. Je trouve pas que ce soit une mauvaise chose qu'il n'y ait pas de plaquage plutôt. Je pense que ça force les jeunes athlètes à développer des skills autres. Puis ça fait que celui qui est peut-être le plus mature physiquement, je me remets moi à cet âge-là, j'étais plus grand, j'étais plus gros que tout le monde. Ben, je me suis moins développé d'un point de vue technique et ainsi de suite parce que je frappais puis c'est tout. Puis ça m'a rattrapé plus tard dans mon parcours. Versus à cet âge-là, ben, t'as absolument pas le choix de te développer d'un point de vue plus technique. Fait que je pense qu'il y a quand même du positif à travers ça, malgré le fait que probablement que les jeunes de 13 ans ou même 14 ont hâte de frapper. T'sais, ils jouent au football parce qu'ils ont envie de frapper, ils ont envie de plaquer, ils voient ça, ils regardent la NFL ou peu importe la NFL Europe, ces ligues-là. Ils doivent avoir hâte de plaquer, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose, honnêtement. Non, c'est sûr. Puis même là, c'est pendant les games live où ils n'ont pas le droit de plaquer. Mais tu vois, aux entraînements, je sais à Thonon, on a une section U14 ultra développée. Il y a une soixantaine de joueurs. C'est énorme. C'est genre vraiment énorme pour la France. Soixantaine de joueurs en dessous de 14 ans qui jouent à Thonon. Et ils font quand même des entraînements au plaquage. Ils apprennent les techniques, etc., etc. Donc ils se forment, mais ils ne sont pas tout de suite mis à des situations réelles de plaquage en match à pleine force, entre guillemets. Okay. Intéressant. Définitivement que notre modèle, on a des choses à apprendre de ça. Inversement, je veux te poser la question. Tu vois Nick évoluer au football québécois. Qu'est-ce qui manque au modèle de football américain en Europe, en France, que vous pourriez apprendre du modèle québécois? Je pense il manque, c'est la grande différence même au niveau pro en France et en Europe avec le LF, c'est de l'étude. C'est de l'étude vidéo. Tu vois les heures de meeting et tout qu'il y a quand tu es joueur universitaire ou même collégial, hein. Ça n'a rien à voir ici. Nous, à Thonon, on a de la chance, on a 1 heure de meeting par semaine, 2 heures par semaine en saison. Mais tu vois, c'est pour des joueurs qui ont joué universitaire ou collégial, c'est genre ridicule. Et je pense il manque ça énormément. Il manque un encadrement, une prépa physique qui est tenue par une personne où tu peux aller t'entraîner en groupe. Nous, à Thonon, encore une fois, on est parmi les top infrastructures d'Europe, donc on a accès à ça. Mais tu vois, on y est 3 matins par semaine euh, en saison et il y a une dizaine de joueurs sur une soixantaine. Donc c'est ça, le problème, c'est que les gars, ils ont des tafs à côté, des travails, des emplois, des études. Et la France n'est pas un pays qui permet d'allier beaucoup le sport et les études, malheureusement. Malgré le fait qu'on ait des bons athlètes, c'est vraiment très limité. Il y a une petite anecdote que j'avais fait une vidéo avec Nick à l'époque sur une journée dans sa vie d'athlète universitaire à Bishop. Cette vidéo est sortie et j'avais fait des extraits sur TikTok, etc. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient mais ils étudient rien au Canada, comment ça, ils ont que genre 3 cours par jour, donc il y avait des cours de 2 heures et des cours de 1 heure, 5, 6 heures de cours par jour, c'est n'importe quoi et tout, alors que c'est des étudiants athlètes, tu vois. Et c'est genre, pour moi, c'est normal de ne pas avoir autant de cours, sauf qu'en France, un emploi du temps normal, tu as cours de 8 heures à 18 heures, 5 fois semaine, et tu fais pas de sport à côté de ça, parce qu'il faut que tu étudies et tout à côté, c'est hyper compliqué. Donc, c'est fou, c'est exigeant à fond, là. C'est sûr que la conciliation sport-études, là, c'est... Là, c'est vrai là, que t'es un étudiant first. Ouais, C'est que, vraiment, c'est- soyons honnêtes, à certains moments dans l'année, on est des athlètes en premier. c'est sûr, c'est sûr. School first, football second. School first! On en rit, puis c'est comme, tu sais, on a tous eu un coach qui nous a déjà dit ça, mais c'est fou quand même de comparer la réalité d'une place à l'autre. Je me remets vraiment à l'université où est-ce que, ben, il y a des journées où on n'avait pas de cours,
on se levait tard, on allait en physio, on allait au gym, on faisait du vidéo. Puis ça arrivait probablement une fois à toutes les semaines. Tout le monde avait une journée dans la semaine où il n'y avait pas de cours. On faisait du vidéo, on faisait des meetings avec les gars de notre position, on s'entraînait ou peu importe. Puis après, on allait pratiquer. Puis là, d'entendre la réalité inverse de si t'es à l'école, c'est de 8 à 18, puis si tu travailles, probablement que c'est un horaire qui est similaire aussi en France. Fait que c'est comme Ouais, bien sûr. les pratiques, les entraînements doivent soit se faire très tôt le matin avant que les joueurs, les athlètes soient en classe ou avant qu'ils aient travaillé, puis les pratiques ensuite doivent être tard en soirée, sûrement avec les disponibilités de terrain, souvent ça doit être limité aussi, probablement, là. Fait que ça reste un obstacle dans le modèle de comment vous faites les choses. C'est sûr que ça permet moins d'évoluer rapidement. Surtout, il y a un truc où moi, je me rends compte vraiment cette année, je sais pas pourquoi j'ai cette vision cette année, mais chaque année, tu dois reprendre les bases. Chaque année, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent. Chaque année, tu dois expliquer ce qu'est une formation 2 par 2, des concepts de base, etc. Donc, Ouais. c'est dur en tant que joueur de vraiment, vraiment évoluer. C'est pour ça que beaucoup de joueurs français partent jouer en Amérique du Nord, parce que justement, tu arrives là-bas et tu arrives, même si tu arrives avec un peu de retard parce que tu as commencé le football plus tard ou quoi, tu peux catch up et tu peux apprendre beaucoup de trucs. Alors qu'en France, développer un joueur, un très très bon joueur juste en France, c'est rare et il y a eu peu d'exemples, tu vois. Ils sont tous partis aller chercher du savoir à gauche, à droite. On en a vu plusieurs bons joueurs français venir évoluer beaucoup dans les cégeps au Québec avant d'aller à l'université. Puis souvent, on le voit, les joueurs français qui arrivent, puis probablement que t'as parlé à plein de gars, t'as entendu plein d'expériences différentes, mais personnellement, au cégep, il n'y en a pas eu. À l'université, il y a eu des joueurs français avec qui on a joué, qui ont joué au cégep. Mais ce que j'ai entendu, c'est que souvent, les joueurs français athlétiquement, ceux qui viennent au Québec sont souvent comme de très, très bons athlètes. Ceux qui savent qu'ils ont les capacités physiques pour ça, c'est ceux-là probablement qui vont aller au Québec ou ailleurs pour se développer en tant que joueur de football. D'un point de vue technique, connaissance de football, souvent c'est très, très raw à leur arrivée. Mais c'est des gars qui ont des énormes potentiels. Je pense à Laval, on a joué avec Idriss, avec Cara. Je pense à plusieurs gars qu'on voit au cégep. Il y en a beaucoup quand même là, qui l'ont vécu de cette façon-là. Deux excellents athlètes, là. Mm. Deux excellents athlètes, là. Clairement, Les connais-tu? leur athlétisme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Idriss et Kara, c'est des bons potes à moi. Je les connais très bien, donc ouais, Ok. non, c'est des très bons exemples. OK. Mhm. Puis, est-ce que, à partir de là, en fait, comment ça fonctionne pour un Français qui veut faire la transition vers le football au Québec? On veut parler de l'autre transition tantôt, mais pour des gars comme Idriss Cara, je sais que toi, tu as voulu faire la transition puis ça n'a pas fonctionné, que Nick nous comptait avec Momo. Tu veux-tu nous parler un petit peu de cette transition-là? Parce qu'apparemment, c'est très compliqué d'un point de vue papier, d'un point de vue payer vos études, ça vous coûte plus cher, un paquet de choses comme ça. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. En vrai, c'est compliqué, c'est pas très compliqué. C'est juste beaucoup de responsabilités tôt, parce qu'en France, on finit notre lycée, donc high school diploma, qui est le bac en France. C'est confusant pour Ah ouais? le public québécois, mais en gros, ouais, notre bac, c'est notre diplôme de fin d'études euh, high school en OK. France. On a 17 ans quand on finit ça, et du coup, généralement, si on veut partir au Québec ou au Canada, enfin, jouer au Canada, c'est à ce moment-là. Du coup, tu as 17 ans, tu dois faire beaucoup de papiers. Après, la plupart du temps, si tu es bien entouré, les gens vont t'aider, mais c'est quand même beaucoup de trucs, surtout pour partir au Québec précisément. Il faut faire des papiers pour le gouvernement canadien, mais aussi pour la province québécoise, parce qu'ils aiment bien avoir leur propre décision, la province québécoise. Donc, comment ça se Classique. comment ça se passe en vrai? Quand tu joues en France, il y a de plus en plus de recruteurs ou des recruteurs qui sont juste des anciens joueurs d'un cégep qui vont voir des matchs et qui disent hey, toi, viens jouer pour mon cégep là-bas. Et tu peux facilement te faire recruter. Je sais qu'en France, je ne sais pas si c'est le cas encore, on avait des partenariats avec des cégeps. Il y avait Lévis, il y avait Jonquière, Thetford. Thetford évidemment. Donc Outaouais ont plein de plusieurs trucs comme joueurs ça. français maintenant. Ouais, je sais pas si eux ils étaient dans le partenariat, mais de toute façon maintenant en vrai, je pense à part Vanier, il n'y a aucun cégep où il n'y a pas de français là, où il n'y a pas eu de français. Vanier c'est le seul résistant anglophone athlète Montréal où Ils veulent rien savoir. non, mais ils ont pas besoin de français. On a assez de Frenchie. Exactement. Ils ont tellement Donc d'athlètes à Vanier, honnêtement. Tu sais, je veux dire, c'est ça. c'est pas ça le problème, là. C'est Bon, malade le nombre d'athlètes qu'il y a à Vanier. Puis c'est pour ça que je suis allé à Vanier aussi. Right? Fait que-
Non, mais ouais, c'est ça. Il y a juste Vanier, je pense, qui a pas eu de joueur français encore dans les cégeps. Ok. Et du coup, tu te fais recruter, tu parles, tu discutes. Quand tu as pris une décision d'aller dans un cégep, ou alors, par exemple, si tu es un joueur français qui a pas été contacté par un cégep parce que tu joues euh, dans une ligue qui est pas la première division U20, Under 20 en France, là, euh, ben, tu peux envoyer ton tape, tout simplement, à des coachs. Et en vrai, la plupart des coachs au Canada sont ouverts à recruter des joueurs. Il n'y a pas de cette histoire de bourse, il n'y a pas d'histoire de quota pour l'instant, même si je pense qu'ils discutaient d'instaurer ça. Euh, du coup, ça fait que c'est facile de partir, de se faire Ok. recruter en tout cas pour aller jouer au cégep. Une fois que tu as fait Ouais. ça, que tu as été accepté dans un programme d'études, donc généralement, il faut s'y prendre à l'avance, il faut faire fin de session d'automne pour entrer à l'automne d'après. Donc tu appliques, tu remplis tes papiers, tout ça sur le site du gouvernement canadien et le site du gouvernement, enfin la province québécoise. Une fois que tu as reçu tes papiers qui arrivent toujours très tard, tu peux partir pour ton camp le 1er juillet. 1er août, pardon. Généralement, Ok. c'est quand les Français partent. Puis qu'est-ce qui Mais est après, arrivé, toi, quand t'as essayé de transférer? T'as pas après ça rempli tes marche. papiers à temps? Ouais, non, ça marche pas tout le temps. Moi, quand j'ai fini du coup mon bac en France, j'avais 17 ans. Et à la base, je voulais continuer de jouer à Thonon et je m'étais inscrit dans un programme d'études dans une université à 1 heure de chez moi. Un truc dont j'avais rien à faire, des maths et tout. Alors, je détestais les maths, juste pour pouvoir continuer à jouer au foot. J'avais aussi appliqué dans une école de cinéma, mais j'attendais la réponse. Puis j'ai parlé à mon. J'avais que 1 an de foot, faut savoir. J'avais vraiment fait qu'une saison de foot en moins de 19 ans à l'époque en France. Donc j'avais pas beaucoup de savoir ni de compétences physiques sur le foot. Et il m'avait dit, mais essaye de partir au Québec, t'as pas besoin d'être si fort que ça ou d'être un dog, juste pars et ça va être une bonne expérience. Donc j'ai pris tous les cégeps de Division 3, je les ai pin sur une map et j'ai regardé ce qui était le plus proche de Montréal. J'avais déjà visité Montréal avec mes parents plus jeunes et j'aimais la ville et j'avais pas envie d'être au fin fond du fin fond. Quand j'entendais les gars parler de Tedford, j'étais en mode, waouh, ça a l'air rude la vie. Ouais, ben, il y en a pas de vie là-bas, là. C'est ça. Et du coup, j'ai parlé avec plusieurs coachs. J'ai parlé avec plusieurs coachs et j'ai été. Le coach de lauréat de Saint-Hyacinthe m'a dit vas-y. Sauf que moi, j'ai regardé la carte, tu vois. Je regardais la carte, c'est à 30 minutes de route Saint-Hyacinthe de Montréal. J'avais pas encore cette réalité que tu fais 30 minutes de Paris, tu vois, t'es T'es encore, encore à Paris. t'es encore à Paris. Tu fais 30 minutes de Montréal sur la rive sud, c'est pas loin de Tedford en vrai, en termes de situation géographique. Donc c'est ça, j'ai pu partir jouer à Tedford, pardon, à Saint-Hyacinthe. J'ai reçu mes papiers super tard parce que je voulais être dans un autre programme d'études. Il y avait plus de place, mais finalement ils ont une place à la dernière minute, donc tout ça. J'ai loupé tout le camp. En fait, j'y suis allé pour le camp, mais je me suis fait renvoyer aux douanes, pour être précis, euh, parce que j'avais pas mes papiers, mon certificat d'études. Finalement, je suis retourné 1 semaine et demie après, et j'avais toujours pas mes papiers, mais je suis tombé sur une madame bien gentille qui m'a laissé rentrer. Et en fait, quand c'est comme ça, je suis pas la première personne à qui c'est arrivé. Tu vois, ils laissent rentrer les Français. Le camp, il commence genre 1 mois, 3 semaines avant le début des cours. Et généralement, c'est dans cette période que tu reçois tes papiers, ton, ton visa d'étudiant. Et du coup, quand tu le reçois, tu retournes à la frontière américaine en voiture, tu passes, tu fais tamponner ton visa et tu rentres dans le pays. Rien de très Ah ouais. compliqué. Mais sauf que, ouais, ça s'appelle faire le tour du poteau et énormément de Français font ça. Sauf si t'es malchanceux et un peu bête comme moi, quand t'as 17 ans, tu pars en avion et au lieu de dire au monsieur, bah là, je viens de faire mon camp de foot 3 semaines et après, je vais recevoir mon papier dans ce créneau-là et je vais faire le tour du poteau. Et ben moi, j'avais menti au douanier parce que je savais que c'était possible, mais on m'avait pas dit comment ça se passait. Et du coup, je lui ai dit non, bah je viens en voyage 6 mois, sauf que c'est 3 mois un voyage au Canada maximum. Et il m'a retourné son écran, il m'a dit bah non, là il y a écrit que tu as fait une demande de permis d'études, donc tu me mens. Donc 45 minutes sur le territoire, 17 ans, pas appelé mes parents, je suis rentré chez moi, ils ont perdu mes 2 valises. Un vrai plaisir. Wow. Finalement, donc, comme je vous ai dit, j'ai pu y retourner. J'ai loupé tout le camp, mais je suis arrivé à Saint-Hyacinthe et c'était cool. C'était la D3. On a gagné le Boulder cette année. J'ai un peu joué, mais pas tant. J'ai loupé le camp. J'avais une année de football. J'étais très raw en vrai Raw. comme joueur. J'ai beaucoup appris techniquement, par contre. En fait, j'ai appris à aimer, tu vois, apprendre tout le côté technique du foot, comment courir ses tracés, quel concept pour Mhm. attaquer, quel coverage, etc., etc. Et j'adore ça jusqu'à ce jour. Je pense que c'est mon point fort. Et puis, c'est ça. Après, je suis rentré en France, j'ai fait ma saison parce que j'étais pas très bien à Saint-Hyacinthe. J'étais le seul français, j'étais vraiment pas dans.
le meilleur environnement pour moi, c'était dur. Il y avait des gars qui étaient vraiment pas très cool. J'étais le deuxième français de l'histoire du programme. Il y avait des gars cool, mais en majorité, j'étais quand même pas mal mis sur côté. Surtout que j'étais pas le français en mode dog qui arrive, qui retourne tout, tu vois. Donc j'ai décidé de rentrer. Et finalement, après une saison en France, 2 saisons, pardon, en France, c'est ça, j'ai décidé de repartir, retenter l'expérience cégep pour mes 2 dernières années d'éligibilité. Sauf qu'en fait, quand je suis arrivé à Momo, où j'ai fait tout le camp, c'était trop cool, j'avais mes papiers tout à temps et tout. La veille du premier match, j'ai appris que j'étais pas éligible pour jouer parce qu'en gros, Saint-Hyacinthe, ils m'avaient mis que j'avais coulé mes sessions. J'avais fait une lettre en gros de démission, une lettre pour expliquer pourquoi je partais. J'avais aussi mon père qui était très malade à l'époque, donc j'étais rentré pour plein de raisons en France. J'avais vu mon API et mon API, en fait, il avait rien rentré dans le système. Il s'était dit ouais, vas-y, c'est un Français, il va jamais revenir au Québec. Ah Et ouais. du coup, comme ça, j'arrive la veille du match et on me dit ouais, non, t'es pas éligible, faut que tu fasses une session sans football vu que t'as coulé tes cours la dernière session. Sauf que et j'ai aussi appris que c'était ma dernière saison d'éligibilité. Donc, on a essayé de se battre les 5 premières semaines. Je m'entraînais et tout. Finalement, on a fait des papiers avec la RSEQ, avec vraiment, j'ai parlé à tout le monde possible et imaginable, mais ça n'a pas pu faire. Donc, j'ai pas pu jouer à Montmorency, malheureusement, j'aurais kiffé. Mais c'est quand même là où j'ai rencontré Nick, et vous voyez, ça Ouais. fait 4 ans et on est toujours business partner, etc. Donc, c'est très cool. Non, c'est cool. Ça a Fait quand même après, mené à des bonnes choses pour vous, là. Ouais, vraiment, vraiment, j'ai vraiment. Genre, c'était un mal, mais pour un très, très bien. Il y a beaucoup de belles choses qui ont découlé de ça. J'ai pas pu jouer, mais je suis devenu proche des Carabins parce que j'avais un de mes potes qui jouait là-bas. J'ai commencé à faire des vidéos pour eux. J'ai commencé à gagner mes premiers sous à faire des vidéos pour des gens. J'ai vraiment eu cette passion de partager cette expérience et tout. Donc, ouais, c'était cool. C'est à partir de là que tu as commencé à être plus impliqué sur les réseaux puis à te bâtir ta plateforme, là. Ouais, en gros, j'avais déjà ma chaîne YouTube, mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah, mais je peux vivre en fait de ça, de faire des vidéos, de partager des trucs et tout. Donc, c'est ça. Est-ce que tu en vis en ce moment? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, je Ouais. vis de ça depuis cette année, vraiment, où je vis que de ça. Et c'est cool. Nice, mais tu- nice. Je vais avoir des questions là-dessus, c'est sûr, un peu plus tard, mais on va garder ça au foot pour l'instant. On parlera de YouTube et de business plus tard. Pas de souci. cool. Puis après Momo, en fait, là, t'es retourné en France, puis c'est là où t'as recommencé à jouer à ton nom. Ouais, mais ça, c'était compliqué aussi parce que après Momo, donc j'arrive en 2019, fin 2019, et je suis en mode, j'ai pas joué au foot. Vas-y. En fait, un vrai épisode de dépression après ma 5e semaine où on m'a dit ouais, c'est mort. Parce que pour moi, j'étais parti de la France, j'avais mis toutes mes économies. En plus, j'avais un truc, j'avais 20 ans et j'étais en mode, je veux pas que mes parents m'aident. Genre, mes parents, ils m'aideront pas, tu vois. Donc j'étais parti au Canada et tout. Et j'avais plus rien. En vrai, j'avais plus d'objectifs. J'étais là en mode, j'étais parti pour jouer au foot. J'ai plus d'objectifs. J'avais envie de partager ma saison sur YouTube, filmer des trucs. J'avais rien. Donc j'ai eu vraiment un petit épisode dépressif où je sortais pas beaucoup de mon appartement à Montréal. J'allais pas en cours du tout parce que je me disais, je m'en fous d'aller au cégep. Mon diplôme en France, il est reconnu presque partout comme un diplôme de cégep. Donc, à quoi bon? Et c'était compliqué. Finalement, j'ai eu un de mes potes qui est venu me rendre visite et il m'a dit viens, on va à New York. J'avais pas un rond, j'étais fauché étudiant international comme ça. Du coup, il m'a invité à New York, on est allé et je sais pas, ça m'a redonné goût à la vie. J'étais en mode putain, mais en fait, il y a plein de trucs cool à faire et tout. Je suis rentré, je suis allé faire une vidéo avec les Carabins. Je me suis occupé de faire leur vidéo hype-up pour la Vanier. Donc, c'était quand même quelque chose de stylé, tu vois, qu'ils ont diffusé pour toute l'équipe et tout avant le match. J'ai commencé à faire des trucs cool comme ça et ça m'a permis de me remettre sur pied. Et après ça, je me suis dit, j'aimais beaucoup les Carabins, hein, comme vous avez pu comprendre. J'avais envie de jouer pour eux et je me suis dit, vas-y, je vais finir ma session. Il reste 3 semaines avant la fin de session. J'ai loupé tous les cours, mais genre, j'étais en études de cinéma, de journalisme pour être précis. Et les profs, ils m'aimaient bien. J'étais vraiment fort les premières semaines parce que, tu sais, en vrai, j'ai 20 ans, je fais des social media et des trucs comme ça depuis que genre, je suis plus jeune. Et t'arrives au cégep, il y a des gars de 16, 17, tu sais, c'est première session Ouais. collégiale. Donc j'étais sûr que je pouvais rattraper. Finalement, on avait fait tous les calculs et j'avais passé tous les examens qu'il fallait. Il fallait juste que je rattrape un examen dans un cours de cinéma, mais le prof, il n'a pas voulu. Donc boum, encore une fois, les plans niqués parce que je voulais aller jouer à l'université après. J'avais appliqué tout, j'avais été accepté à l'université de Montréal. Voilà, personne n'est au courant, c'est une exclusivité. J'ai vécu ça dans l'ombre.
parce que je En voulais pas qu'on me dise- exclusivité live avec deux Exactement. gars de Laval. C'est ça. Non, mais j'avais fait ça dans l'ombre. Je voulais pas que les Ouais. gens ils se disent ouais, il jouait même pas au cégep, vas-y. Tu sais, j'avais peur vraiment du jugement. Mais j'avais envie de tenter. Je me suis dit, Uh-huh. ça coûte rien. Finalement, ça a pas fait. Et là, boum, Covid. Donc je me dis, pas grave, je vais rentrer en France. Je vais aller finir la fin de saison en France. Covid, lockdown, enfermé à Montréal pendant un mois. Ça, c'était lourd. Finalement, je suis rentré l'été en France parce qu'il y avait des avions. J'ai payé 96 euros mon vol pour faire Montréal-France Ah parce qu'il n'y avait ouais, personne. ouais. C'est plus ça, man. Ça, c'était C'est lourd. plus ça. Non. Non, là, c'est plus ça. J'avais aussi un visa de. Ce qui a joué un peu un rôle dans le truc où j'ai eu un petit épisode dépressif, c'est que j'avais été accepté pour un visa d'étudiant, mais aussi pour un visa PVT, permis vacances-travail. C'est un truc sur lequel il faut être tiré au sort et tu as le droit à 2 ans sur le territoire canadien à faire un peu ce que tu veux. En vrai, tu peux travailler, tu peux vivre juste tranquille comme ça. Et c'est dur d'en avoir. À l'époque, c'était très dur. Maintenant, c'est 50% de tirage au sort. Mais tu vois, à l'époque où j'avais appliqué, il y avait des gens avant Covid, il y avait des gens qui appliquaient depuis 8-10 ans. Et j'avais été tiré au sort. Et j'avais décidé de le deny pour faire étudiant. Donc j'étais quand même en mode putain, j'aurais pu faire d'autres choses, travailler et tout. Mais finalement, une fois que j'ai arrêté ma session, j'ai pu passer sur ça. Et mon but, c'était juste rentrer en France, passer des vacances, revenir au Canada, travailler, faire des vidéos et tout. Sauf que, en fait, quand je suis rentré en France pendant l'été 2020, du coup, Covid, j'ai pas pu repartir au Canada parce qu'il y avait que les travailleurs nécessaires. Travailleurs essentiels, c'est ça. Ouais. Sauf que en PVT, t'es genre un vacancier, tu vois. T'as le droit de rester, mais t'es pas Ouais. considéré comme essentiel. Donc je pouvais pas revenir, il y avait toutes mes affaires là-bas. J'ai essayé chaque mois et tout. Finalement, on m'a renvoyé mes affaires et j'ai dû arrêter cette aventure de vivre à Montréal. Dommage, j'aimais bien, j'aimais bien la vie là-bas. Finalement, pas grave, je me suis dit, vas-y, j'ai loupé une année à pas jouer au foot. En gros, j'ai perdu une année à pas jouer au foot parce qu'il n'y avait pas de saison à cause du Covid. Elle a été annulée après 4 matchs. 2021, on s'entraîne off-season de fou. Euh, Covid hier en France, donc pas de limite de transfert. Tous les meilleurs joueurs de France qui viennent jouer à Thonon-les-Bains, vraiment, on avait une équipe que des top dogs. La plupart des gars sont partis jouer en CFL ou ont eu des combines. Des gars, ils sont top de l'ELF et tout maintenant. On s'entraînait vraiment bien. Et puis, saison 2021 annulée aussi en France, le seul pays d'Europe qui n'a pas joué 2 saisons d'affilée. Wow. Voilà, bien géré en tout cas. Donc, après ça, compliqué, 2 ans sans jouer au foot. Je savais pas trop quoi faire. Je voulais partir jouer peut-être dans un autre pays en Europe, mais c'est compliqué. J'avais pas un gros tape. J'avais pas joué au foot depuis 2 ans. J'étais C'est jeune. dur de te vendre à ce moment-là, là, quand t'as pas de tape, t'as pas d'highlight. Ça fait Exactement. 2 ans que j'ai pas joué, coach, mais je te jure, je suis bon pareil. Je m'entraîne et tout. Non, c'est sûr, ça passe pas. Même si, en plus, c'était ma première année, ce qu'on appelle en senior en France en 2019. Je venais juste d'avoir 20 ans. Donc, il y avait une bonne saison, tu vois. J'avais marqué le premier touchdown, on avait fini champion de France, etc. C'était cool. Mais c'est pas assez. Les gens, ils ont envie de te voir. Si ils te prennent en import, faut que tu apportes quelque chose vraiment à l'équipe. Ils vont te payer, ils vont te loger. Faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Et finalement, une opportunité s'est offerte à moi, rien à voir avec le foot. Enfin, si, à voir avec le foot, mais pas en tant que joueur. Il y a l'ELF, donc la Ligue européenne de football, qui a ouvert ses portes et qui cherchait quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux. J'y suis allé au culot, j'ai appliqué, j'ai dit regardez, moi je fais ça sur YouTube, j'aime le foot, je connais. On a eu un entretien, j'ai été embauché et j'ai déménagé à Munich et j'ai passé 6 mois à Ah ouais. voyager dans toute l'Europe, à aller voir toutes les équipes, rencontrer tous les joueurs. Et Malade. c'était du travail de fou, mais ça m'a fait tellement de contacts. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu vivre après de YouTube, parce que ça m'a mis dans un grind où vraiment il fallait que je fasse ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça, après une saison là-bas, enfin, ouais, une saison LF, j'avais vraiment trop envie de jouer au foot. J'avais 21 ans, j'étais en mode, il faut que je joue encore au foot. Donc, non, j'avais 22 ans, je crois. Bref, du coup, je suis retourné à Thonon-les-Bains, à la maison. Et voilà, je suis revenu jouer ici. Et là, ça fait 2 saisons. Donc finalement, j'ai quand même loupé l'équivalent de 3 saisons. Mais c'est ça, maintenant, j'ai pu rejouer. Belle histoire. Beaucoup de up and down. Ouais, vraiment. Comment ça se passait à ce moment-là pour toi de joindre les Black Panthers qui sont la grande équipe? Tu sais, est-ce que toi tu dis je viens faire un camp puis je fais un try-out ou comment ça fonctionne? Non, du tout, vu que moi j'ai été formé là-bas, j'avais déjà fait une saison senior, ils avaient changé de head coach,
Mais j'ai vraiment écrit hey, salut, je rentre à la maison, je peux jouer. Ils m'ont dit ok, viens. Genre, Ok. j'ai cet avantage de, tu sais, je suis un enfant du club, j'ai grandi ici, toujours joué ici, donc ils savent à peu près ce que je vaux, ils savent ce qu'ils peuvent tirer de moi. Et bien sûr, ils vont dire oui pour que je joue avec eux. Puis après ça, le niveau de compétition, les autres équipes, la ligue, c'est quoi? C'est juste en France, je suppose, puis les autres équipes, c'est à travers le pays, puis le niveau est comment? Alors, on joue Black Panther, déjà, c'est première division en France, qu'on appelle aussi la division élite. Champion de France en titre, d'ailleurs, champion de France 2023, voilà. Euh, on joue deux compétitions. Parce que vu qu'on est dans les deux meilleures équipes en France, on joue, le championnat français dans la division nord. Donc, il y a 12 équipes, 6 au sud, 6 au nord en première division. Nous, on joue dans la division nord. Et on joue une sorte de Champions League. euh, avec les deux meilleures équipes de chaque pays. Donc, il y a genre Allemagne, Suisse, Italie, euh, Espagne, etc., etc., d'autres pays. Et les deux meilleures équipes de chaque pays jouent une grande compétition jusqu'à aller en finale. D'ailleurs, on a perdu en finale aussi cette année. C'est triste. Et on a perdu contre la deuxième équipe française, le Flash de la Courneuve. Ah Oh ouais. non. Donc, ouais, on a montré un peu de domination footballistique sur les autres pays cette année. Il y a aussi le truc, on va pas se mentir, hein, c'était pas pareil il y a quelques années, mais depuis qu'il y a l'ELF qui est arrivé, les top dogs, ils vont jouer en ELF. L'ELF, la Ligue européenne, la European League of Football, qui est une ligue fermée comme la NFL. Il y a 17 équipes, ça augmente un peu, ils sont en train d'ajouter parce que ça a juste 3 ans la ligue, mais c'est une ligue fermée, il n'y a pas de up and down, t'es là, t'es dans la ligue, tout le monde est payé, il y a un salaire minimum, c'est rien, hein, c'est 100 balles le salaire minimum, mais au moins il y a un salaire minimum 100 par 100, balles mois. 100 par... par semaine? Par mois. Ben non. Ouais, c'est c'est pour Ça, les. ça C'est couvre ça, même pas ton gaz pour aller au stade. exactement. Mais c'est ça, quand t'es un joueur qui ne reste pas, etc., tu peux toucher ça. Euh, Après, en fait, tu vois, il y a d'autres joueurs qui touchaient 4000. Les top joueurs, je pense, ils touchaient 4005 la première année quand je travaillais. Ça a dû changer là en 2 ans. 4500 logés, nourris, voiture. Donc c'est cool, tu vois, par mois C'est en bien. euros. Puis tu joues en Europe 3 4 mois si tu vas en finale. Et du coup, le niveau des autres pays, il a changé. L'Allemagne, qui est un gros powerhouse du football en Europe, ils ont 8 équipes dans ELF. l'ELF. Alors que la France, elle en a qu'une. Et tu as un nombre d'imports limité. Et tu Hmm. as un nombre de locales à avoir. Donc, tous les bons joueurs allemands sont partis jouer en ELF, évidemment. Donc, le niveau de la ligue allemande a quand même baissé. Mais la France a quand même un assez bon niveau en Europe. Deux grosses équipes, Tonon-les-Bains, Flash de la Courneuve. On a Marseille qui est pas trop mauvais aussi, qui a été contre nous en finale, qui ont bien évolué ces dernières années. Le problème de la France, c'est qu'il y a une énorme disparité. La top équipe de la première division contre Mhm. la deuxième équipe de la première division, c'est dégueulasse. C'est des scores dégueulasses. Il y a 2 ans, on avait mis 74-0 sans forcer avec les backups. C'est compliqué. C'est drôle, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. En France. Non, Ah le non, ok, pardon. RSEQ Ok. au Québec. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais c'est très similaire. Sauf qu'il y a deux powerhouses qui sont le Flash et Tenon, équivalent Carabin-Laval. Bon, pas au niveau, hein. Attention, sortez pas mes propos du contexte. Mais c'est ça, deux grosses powerhouses et derrière, ça la traîne financièrement, etc., etc. Ce que je voulais te Hmm. demander, toi qui as vu beaucoup de football aux deux endroits, t'as vu beaucoup de football en Europe, t'as vu beaucoup de football au Québec puis au Canada, t'en as vu dans les maritimes en suivant Nick, t'en as vu aux États-Unis en allant voir des games NCAA. Tu comparerais comment le niveau d'une ligue à l'autre, si on veut, par exemple, collégial, universitaire canadien, le football en France, puis of course l'universitaire américain sur un autre niveau, là, mais Ouais. Tu veux une comparaison France-Québec? France-Québec versus le collégial peut-être, puis universitaire versus la Europe? France ou Ouais. Ouais. J'ai un grand débat, mais moi, je pense que déjà, Tonon, on joue en D1 collégial sans trop de soucis. Il y a peut-être des meilleurs athlètes au Cégep D1. Sauf que le truc, c'est que c'est des adultes. On joue avec des gars qui ont 30, sur la ligne, ils ont 30 ans, ils ont des corps de Mhm. vrais adultes, etc. Donc ça joue, tu vois. J'ai un coach, Max Dupuis, qui est le coordinateur défensif de Lennox, qui Ouais. a coaché au Black Panther pendant 3 ans. Et Ah lui, ouais. son avis, c'est que... ouais, donc son avis, c'est que Tonon jouerait genre
sans souci contre son équipe de Cégep D1. Sauf que tu vas dire ça aux gars de Lennox, ils vont être en mode gna, 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 mais pas du tout. Alors que c'est leur coordinateur défensif qui a dit ça aussi. Mais après, il y a des gars de Lennox, il y a des gars de Lennox, ils sont persuadés, et il y a des gens au Québec aussi, ils sont persuadés qu'une D1 Cégep bat une équipe des Maritimes. Ce qui est une. Non, pas du tout. Non, je Pour pense moi, pas. mais vraiment pas. Il n'y a aucune chance. Ça n'a rien à voir. Pour avoir vu les deux niveaux et tout. Mais c'est ça. Donc je pense qu'on se classerait là. Et l'ELF, c'est un débat que j'aimerais bien voir. Je rêve de voir un Laval contre Düsseldorf Rheinfire, qui est l'équipe championne en titre de l'ELF. Je pense que ça serait serré. Moi, je donnerais l'avantage quand même à l'équipe ELF, aussi du fait qu'il y ait des adultes, qu'il y ait des joueurs qui ont joué en NFL, etc. etc. Mais d'avoir parlé avec d'autres coachs, etc. Le fait d'avoir autant de films, autant de temps ensemble, tu sais, tu grandis 4 ans ensemble quand tu es à l'université, 5 ans des fois, ça a un impact. Là, une équipe ELF, elle est construite sur 1 mois et demi de training camp et 3 mois de saison. Genre, ça n'a rien à voir. Il y a moins d'expérience. Donc, ça serait serré. C'est sûr que le football est différent aussi. Des fois, on aime ça faire des comparaisons comme ça, mais je veux dire, en Europe, vous jouez du football à 4 essais, vraiment comme un vrai football américain. C'est différent du football. C'est un peu comme le football collégial ici, si on veut. Peut-être mis à part les speed release puis quelques règlements à la grosseur du terrain. Ils ont joueurs aussi. Ouais, c'est ça. En vrai, on joue les règles NCAA, nous, en Europe. Mais, ouais, je sais pas, Bam, ton avis, là, mais je pense honnêtement pas qu'une équipe collégiale Division 1 batte les équipes des Maritimes universitaires, là. Peut-être si on prend la meilleure édition dans les dernières années d'un club collégial des 1 versus la pire édition d'un club des Maritimes, peut-être que là, il y a une game. Mais tu sais, on regarde Saint-Effect cette année, puis on prend Limoilou, on a gagné le bol d'or, on était en théorie la meilleure équipe parce qu'on a gagné. Je veux dire, on leur donne pas une game, là. Il y a des hommes l'autre bord, là. La différence d'âge fait trop un gros impact au niveau athlétique encore. Et comme tu l'as dit, avec ton club, Léo, s'il y a des gars de 30 ans, on peut pas comparer ça à notre équipe où qu'on a des gars de 17-18 ans. Là. Bien sûr. On a encore des enfants, là. Bien sûr. Là, c'est très différent. Oui, de toute façon, il n'y a pas de comparaison vraiment. Tout est différent. Mais moi, j'aimerais vraiment avoir un budget illimité un jour et organiser les matchs comme ça pour régler mes différends. Ça serait tellement plus intéressant comme match pré-saison aussi là, pour l'Université Laval. Là. Ça serait une mi-temps vrai règle canadienne, une mi-temps règle NCA. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'organise. Je veux dire, je me souviens quand je jouais à Vanier, on avait toujours un match de printemps contre une équipe NCA Division 3, par exemple. Puis, et comment ça se passait? Vous jouez quelle règle? Je me souviens plus exactement. Si je me trompe pas, on jouait à 11, mais ça se jouait à Vanier, fait qu'on jouait sur le terrain canadien. C'était 4 essais aussi, comme il y avait beaucoup d'espace à 11 sur un terrain de football canadien, c'était énorme. 11 sur un football canadien, mais je veux même pas m'imaginer. En tout cas, je suis pas mal certain qu'on n'avait pas de switch release puis de motion nécessairement parce que ça vient trop créer une disparité de tactiques puis de choses qu'eux ils ont jamais vu, je veux dire, un DB américain a jamais joué contre un speed release, là. Je veux dire, le plus proche qu'on voit de ça, c'est le cheat release, si on veut, des Dolphins maintenant, mais c'est nouveau de cette année. Sinon, il y a absolument aucun speed release. Ça fait longtemps, je me souviens pas exactement, mais si je me trompe pas, c'était ça. Mais je me questionne presque à savoir s'il n'y a pas une année où est-ce que l'offense du Québec jouait du football du Québec, puis l'offense américaine jouait une offense, leur offense à eux, puis les défenses s'ajustaient à l'équipe adverse. Si je me trompe pas, c'était quelque chose comme ça. Puis à la fin de la journée, c'était un scrimmage, c'était pas une game de foot. Fait que, mais c'était vraiment intéressant. Moi, Léo, je veux savoir, tu as joué au football à Saint-Hyacinthe, tu es retourné en France, tu es retourné au Québec. Je veux savoir, qu'est-ce que tu as appris en tant que joueur de foot au Québec que tu as apporté dans ton bagage de joueur européen? Qu'est-ce que tu as appris de notre football qui t'aide à devenir un meilleur joueur? Wow, c'est une très très bonne question. Déjà, je dirais que j'ai appris, j'en ai un peu parlé plus tôt, mais vraiment beaucoup sur l'aspect mental de la position de receveur, et même de juste coacher une offense et savoir
ajuster ses tracés, courir ses tracés, etc., etc. Je trouve qu'au football canadien, en attaque, il y a énormément d'ajustements. Et comme vous parliez, c'est un terrain qui est grand. C'est un terrain où on cherche les interzones. C'est un terrain où, bien sûr, tu cours un 4-2, tu vas être avantagé. Mais tu n'as pas forcément besoin de courir un 4-2 pour performer parce que le terrain est si grand, si large. Si tu arrives à craft tes tracés comme il faut, à vendre ce que tu as envie de vendre DB, tu vas trouver de l'espace pour évoluer. Et je pense que ça, c'est un trait que j'ai pris. Quand tu regardes les gars qui jouent en NCA, c'est souvent des speedsters, etc., les gros gars qui performent. Même si là, le jeu du football universitaire américain est en train quand même de changer. Il y a beaucoup plus de petits, entre guillemets, receveurs, même moi, si moi je suis pas petit, hein, je fais 6-1, mais de petits shifty qui commencent à performer parce qu'il y a beaucoup d'offense qui joue de plus en plus avec le fait de trouver des espaces. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, je pense que ça, c'est un des trucs que j'ai rapporté dans mon bagage. Le fait d'étudier de la vidéo, le fait d'être un peu plus sharp sur ça, vraiment apprendre, etc. J'ai appris à apprendre et à aimer l'apprentissage du football, vraiment au Canada. Puis, est-ce que ces apprentissages-là que tu as fait en les ramenant dans ton équipe à ton nom, il y a des choses que tu apportes à l'équipe, des distinctions au niveau du jeu? Est-ce que les coachs t'écoutent des fois dans les façons de faire des choses, de ton bagage, t'envoies beaucoup de football ailleurs dans le monde? Qu'est-ce que tu es capable de transposer réellement dans ton équipe? C'est une bonne question. Je parle énormément avec mon coordinateur offensif et head coach Larry. Je dirais pas, j'apporte des jeux, mais des fois, genre là, je le tanne vraiment avec la cheat motion des Dolphins. Je suis en mode, regarde, c'est cool. En plus, tu viens du Québec et tout. Tu sais que genre avoir un équivalent de release, c'est genre un avantage incroyable. Et là, il a commencé à l'installer. Donc, je sais pas si c'est juste parce que je l'ai Bravo, coach tanné. Léo. Mais voilà, donc ça c'est cool. Je pense que en vrai, genre, je suis capable de dire que je connais vraiment bien l'attaque et je connais vraiment bien la position de receveur. Ça veut pas dire que je suis le meilleur joueur, ça veut pas dire que j'arrive à tout retranscrire à moi quand je joue et à mes capacités athlétiques et physiques. Mais j'adore partager ça. Et je pense que j'apporte, tu vois, on parle avec les joueurs souvent, on fait des extras souvent ensemble. Le coach me laisse en confiance, là je suis blessé, ça ne le gêne pas de me laisser run des genres tracés. On est beaucoup de receveurs cette année, donc on fait deux groupes. Il y en a qui courent d'un côté où je lance le ballon, et lui, il court les autres. Genre, il a confiance en mes capacités à dire si quelque chose est mauvais ou non, de plus en plus. Voilà, donc ça c'est cool. J'ai vraiment senti ça cette année, ce que j'avais pas forcément senti les années précédentes. Donc j'essaye d'apporter un peu, mais c'est aussi dur. En vrai, honnêtement, c'est dur d'apporter quand t'es pas le meilleur joueur, tu vois. J'ai pas le meilleur film, j'ai pas genre des stats de fou, etc. L'année dernière, j'ai eu du mal à juste avoir du temps de jeu. Et il y a beaucoup de gens qui prennent ça en mode ah, ça veut dire qu'il connaît rien au foot. Ce qui n'est pas le cas. Cet été, Nick était en France avec moi et on a fait des camps de coaching, des sessions de coaching receveur. Et on avait des joueurs qui étaient là. Et la première session de coaching, il y a des joueurs où, quand c'était à moi de leur apporter des trucs, ils étaient en mode. Ça se voyait, ils soufflaient, ils étaient en mode vas-y, qu'est-ce qu'il y connaît lui, il joue à peine et tout. Surtout en France, il y a très ce truc d'ego en mode vas-y, il fait ses vidéos, on s'en fout. De toute façon, moi, je joue aussi en élite et j'ai plus de temps de jeu que lui. Alors que. C'est fou, pareil, mais comme c'est pareil au Québec, puis tu l'as vécu à Saint-Hyacinthe. Tu faisais pas partie des top dogs, si on veut. Tu es arrivé comme un peu sous le radar, et en plus que tu venais d'ailleurs. Mais comme si tu étais arrivé puis que tu avais tout cassé, puis que tu aurais été le meilleur receveur, meilleur joueur offensif à Saint-Hyacinthe, je suis sûr que tu aurais été accueilli à bras ouverts par tout le monde, plutôt que d'être regardé de haut, peut-être. C'est sûr, sûrement, mais tu vois, ces joueurs-là, coaching session, 15 minutes après, quand ils ont vu les points techniques qu'ils ont commencé à appliquer, qui étaient en mode putain, mais il explique vraiment bien, il connaît ce qu'il fait et tout, genre c'est trop cool. Un switch dans leur attitude incroyable. Donc ça fait plaisir de voir le switch, même si la partie d'avant, j'aimerais l'éviter. Et c'est pour ça, là, je suis en chemin pour aller faire une bonne saison, pour mettre un peu de respect. Ce qui est dur, c'est que tu es encore un joueur actif. Fait que comme tu peux coacher au travers de ces camps-là des gars que tu vas croiser sur le field. C'est un niveau d'autorité complètement différent. Là. Mais C'est comme sûr. on le voit souvent, là, les meilleurs coachs, c'est rarement les meilleurs ex-joueurs ou les meilleurs joueurs. Bien sûr. C'est vraiment rare. Il y en Sauf a Deion quelques-uns, Sanders, là, mais comme c'est rare. C'est sûr. Donc voilà.
on en avait parlé un petit peu quand on s'est parlé mercredi, mais est-ce que, euh, est-ce que toi, ça te met une pression, tout ce que tu fais sur YouTube, sur les réseaux, tout le monde qui te regarde, tout le monde qui te voit, je veux dire, là, ton retour de ACL qui va se faire au mois de mars, là, tu veux tout mettre en place pour être capable de dire, OK, ben regarde, je fais du YouTube, mais je sais jouer au football aussi. Comment, comment ça se passe, tout cet environnement-là, cette pression-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton équipe? Est-ce que tu rentres sur le terrain en match, puis les joueurs des autres équipes te trash talk comme Hey YouTube, un peu comme Nick nous parlait dans son mic top ou Ouais. Non, vraiment, ouais, j'ai vraiment, genre, je vis ça énormément. Ma première saison, c'était pas tant, ça m'avait moins marqué, c'était ma première saison senior en 2019. 2018, quand je suis revenu, j'avais vraiment beaucoup plus d'abonnés sur YouTube, etc. Donc j'étais entre guillemets un peu plus connu. Et tu regardes toutes mes vidéos, il n'y a aucune vidéo où je vais être en mode regardez, je suis le meilleur de cette équipe, regardez les stats que je fais, regardez tout ça. Moi, je suis jamais comme ça. Moi, je partage mes aventures parce que j'aime partager le football. Mais voilà, moi, je suis là, je joue, j'apprends tous les jours. J'essaye d'être un meilleur joueur, bien évidemment. Mais je vais jamais flex que je suis un bon joueur ou jamais flex mes stats ou quoi. Euh, et non, j'avoue, c'est arrivé une fois, mais j'ai mis un touchdown à la dernière seconde pour nous qualifier en finale, donc j'étais content. Euh, et il y a cette pression, genre tu joues, tu as des joueurs, ils couvrent même pas un tracé, ils sont à côté de toi et c'était une course à l'opposé, ils sont en mode ah ouais, YouTube, c'est ça, hein, ça vaut rien en vrai, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pris un Le bif une trash talk fois. français, ça me fait trop rire. Non, c'est sûr. Mais je comprends parce que j'ai une expérience de trash talk au Québec. Bah, quand je jouais à Momo, pendant le camp, petite anecdote, je vivais dans un appartement avec Freeman Sensei. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Freeman, qui est un gars qui joue à Concordia, un YouTuber aussi français qui vit à Montréal. Il a fait OD, etc. Et il y avait d'autres Français, il y avait toujours d'autres Français à la maison, Kaya, Asnel, etc., etc. Donc quand même des gros joueurs. Et il y avait ce truc en mode, ouais, je te laisse pas marcher sur les pieds et tout. Puis moi j'étais jeune. Et un entraînement pendant le camp à Momo, je fais du trash talk mais de français. Il y a un gars, il me fait un grand holding à DB et je dis des gros mots que je peux pas répéter sur ce podcast parce que j'en suis pas fier, mais des insultes françaises à base du métier de la mère en question de l'autre. Voilà. Ici, c'est la version non censurée. Je dis toujours des gros mots sur le podcast. Ok, bon, je lui dis, hey, refais ça une fois, je te baisse ta mère. Voilà. Sauf que lui, un bon Québécois, et il commence à Il se pleurer de marre, rire. c'est Ouais. sûr. Et il pleure de rire, il est en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Et au final, la rep d'après, il m'a refait pareil, mais hardcore, et on s'est battu. Première bagarre du camp. Let's go. Ah. Ouais. Et le head coach Frédéric Morissette, il m'a dit Léo, tu rentres et tout, tu pars. Et moi, il m'a sorti de la pratique et je faisais du vélo. Et à la fin, il est venu me voir et m'a dit en vrai, c'est bien, ça a mis de l'énergie dans l'équipe. Vous connaissez les coachs, ils aiment bien. Ben oui, Ouais. On en a parlé, moi puis Marc. Je crois que c'était au début de la saison, on a filmé un podcast, puis on avait notre training camp, puis là, ça s'était chamaillé un peu. Puis là, il fallait séparer les gars, puis après, sur le podcast, moi puis Marc, on était comme ah, on a aimé ça. Ben oui, Non, je bien veux sûr. dire, ça amène une énergie, ça amène une intensité, mais je me suis jamais fait trash talk par un Français, mais c'est sûr que j'aurais trouvé ça drôle aussi, là. C'est tellement Ouais, non, c'est différent, normal. puis tu sais, je veux dire, on a tellement pas les mêmes insultes puis le même vocabulaire à ce niveau-là que j'aurais été mort de rire, honnêtement. J'aurais dit, qu'est-ce que tu me fais, là, comme... C'est sûr. Non, c'est normal. Et à l'inverse aussi, tu vas sur trash talk en québécois, des fois, t'es en mode, bah, gros, ça me blesse pas, ça, c'est marrant, tu vois. Et ouais, non, pour revenir sur la France, ça m'arrive tout le temps, à tous les matchs. Il y a un peu plus cette pression. Il y a aussi la pression des trucs chiants, hein, mais dans des commentaires, ouais, on t'a vu qu'avoir 2 catchs cette game-là. Ouais, ou alors des trucs de fou, des fois, ouais, t'as marqué qu'un touchdown. Bah, c'est déjà bien, genre. Je sais pas c'est quoi les standards, tu vois, je suis pas Devante Adams ou quoi. Et il y a cette pression constante. C'est un combat un peu mental, j'essaye de Ouais. la battre, mais je pense que l'erreur que je faisais avant, c'est que je l'adressais pas, j'en parlais pas parce que c'est quelque chose qui me blessait, etc. C'est de m'exposer. Et sauf que j'ai commencé à l'adresser, que ce soit dans mon podcast ou même un peu en vidéo, en mode, hey, les gars, genre, vous attendez pas à ce que je fasse 1500 yards par match, là. C'est pas mon.
C'est pas le statut que j'ai dans cette équipe à l'heure actuelle. On travaille pour atteindre ça, mais voilà. Et je pense que ça aide un peu, mais c'est toujours compliqué. Comme je vous dis, à chaque match, il y a des Écoute, joueurs. moi, Léo, je veux qu'on fasse quelque chose. Je veux qu'on silence tous les haters. OK? Tu dis que tu vis de ta chaîne YouTube. Les Oui, gars qui viennent de trash talk, OK? Eux, ils ont probablement une autre job. Faut qu'il y ait plusieurs travails juste pour jouer au foot. Dis-leur combien tu gagnes. combien je gagne en ce moment? Putain, mais je sais pas s'il y a assez de minutes de recording sur le podcast pour dire tous les zéros. Non, en vrai, en ce moment, je gagne plutôt bien ma vie. Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Je te Ouais, mets sur le spotlight, mais j'ai pas, sens-toi à non, l'aise. t'inquiète, y a pas de souci. J'ai pas encore touché tous mes sous, donc je le sens pas vraiment, mais j'ai signé des contrats à 5 chiffres mensuels pour la première fois de ma vie pour la fin de cette année. Donc voilà, c'est inconstant, hein, c'est le problème. Là. Quand je vais Mhm. retourner en saison et que je vais jouer Ouais. tous les week-ends, je gagnerai à peine 2000 balles par mois, ce qui est bien, tu vois, je vais pas du tout cracher dessus. Mais c'est ça. Donc c'est plutôt cool, je suis très très content, très heureux. On va Mais Fait mettre que la daronne à l'abri. pour tous les gars qui trash talk, 5 chiffres mensuels, toi, tu fais quoi? Mais réellement, ça va te forcer à, tu sais, à avoir une certaine discipline puis à bien gérer ton argent. Le fait que tu aies un revenu qui est aussi instable, il y a des moments où est-ce que tu vas signer un gros contrat, peut-être que tu vas avoir un 2 ou 3 mois qui va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus... tu sais, c'est sûr que toi, ça te force à bien gérer tes trucs, bien faire tes trucs, être discipliné avec ton budget. Tu as probablement l'avantage aussi de faire des brand deals pour un paquet d'affaires. Il y a probablement des dépenses que tu n'as pas que d'autres personnes ont, mais ça reste que c'est un défi qui est intéressant. C'est ça. Non, ouais, c'est un vrai gros défi. Et puis moi aussi, j'ai ce truc. En vrai, je réinvestis tout dans ma chaîne YouTube. Il y a eu une période plus jeune où j'achetais pas mal de chaussures. Je touchais pas autant, mais j'étais vraiment dans acheter des vêtements, des trucs comme ça, cool. Plus du tout maintenant. Et j'investis quasiment tout ce que je gagne dans faire des projets. J'ai pu partir aux États-Unis de nombreuses fois, aller visiter des trucs. J'ai vraiment envie de Mhm. partager les choses avec les gens et de montrer les, un univers du foot à tous ces gens qui n'ont pas forcément la chance, que ce soit les jeunes en France, au Québec, qui n'ont pas la chance d'aller visiter des universités, pas la chance d'aller voir des matchs NFL, etc. Je veux montrer un maximum de commencer et pouvoir faire profiter un maximum de gens, c'est le but. C'est Mais vraiment cool. félicitations en tout cas, parce que c'est une chose rare de pouvoir construire sa carrière sur sa passion, puis de pouvoir en vivre, puis de bien en vivre. C'est quelque chose qui vaut plus que 1500 verges par game, je suis sûr. C'est sûr, mais Par après, saison. je crache pas du tout sur un comeback des croisés avec une fin de saison à 800 Non. slash milliards, 10 C'est là touchdowns, que je ça s'en prends. va. Hein. C'est là que ça s'en va. Puis, tu sais, je pense que en ce moment, tu es en train de tout mettre en place pour avoir peut-être ta meilleure saison à vie, puis que tu sais, le croisé, ce soit derrière toi, puis qu'on n'en parle plus. Puis, j'aimerais ça que tu en parles. Bam, honnêtement, c'est quelque chose qui va t'intéresser. J'aimerais ça que tu parles de ta semaine typique d'un point de vue entraînement, tout ce que tu fais, neuro-training, puis tout ça. C'est vraiment cool. Puis c'est une affaire que il y a pas beaucoup de monde qu'on connaît qui font. Puis je pense que c'est vraiment intéressant. Je sais que tu es en train de monter un gros vidéo YouTube sur tout le processus. Mais si tu veux nous glisser un mot sur qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta rehab? Ouais, bien sûr. Déjà, c'est important de savoir qu'avant ça, j'ai jamais été un joueur qui aime beaucoup aller à la salle. J'aime jouer au foot, comme je vous ai dit, mais tout ce qui va à côté. J'aime m'entraîner au foot, mais aller à la salle, c'est vraiment pas le truc que je préfère. Mais j'ai un petit déclic là avec mon croisé. Puis l'année dernière, j'avais fait un bon camp d'entraînement. J'étais parti m'entraîner 5 semaines à Bishop avec 3 sessions de terrain et 4 muscu par semaine. Et là, croisé, j'ai profité de mon été. Après mon opération, je suis parti aux États-Unis et j'ai vraiment eu un truc en mode non, non, non. J'avais mal au cœur de ne pas avoir pu bien jouer cette saison, donc j'ai tout mis de mon côté. Du coup, ma semaine typique, ça commence le lundi matin. J'ai gym de 9h à 11h30. Ensuite, le lundi, c'est journée un peu reset. Le soir, j'ai record du podcast. Mardi, c'est course le matin. Euh, c'est ça, après mardi c'est tranquille. Mercredi c'est la grosse journée. Gym 9 à 11h30, ensuite 11h30 à 12h30, parfois 13h. Physio. Ensuite je rentre et de 18h à 19h j'ai neurotraining. Neurotraining c'est un truc dans lequel j'ai investi ces derniers mois. C'est des trucs de Formule 1. En vrai, je vais résumer ça comme ça. C'est tous les exercices de Formule 1 avec les lumières, avec la réactivité, avec catcher des balles, la proprioception, Mhm. etc. Et ça me permet de travailler. Je fais aussi beaucoup de visualisation. Ma neurotrainer est aussi ma préparatrice mentale
beaucoup de visualisation pour guérir la blessure, faire des exercices que je peux pas encore faire physiquement, mais les faire mentalement. Ça peut paraître comme un peu du bullshit pour certaines personnes peut-être, mais c'est un énorme impact de préparer son cerveau à être capable de faire les choses physiquement. Donc c'est ça. Ensuite, le mercredi soir, entraînement des Black Panthers, où j'assiste, j'aide. Jeudi, pareil, le gym. Vendredi, c'est chill le matin, mais neurotraining et entraînement le soir aussi. Samedi ou dimanche, une course un peu plus longue, un jogging extérieur. Donc c'est ça en ce moment ma semaine typique. Intéressant. Veux-tu nous en parler un peu plus sur le neurotraining? Tu as dit que tu as investi là-dedans, donc tu as engagé un coach qui coach les pilotes de F1. Non, elle ne coach pas forcément les pilotes de F1, mais il y a beaucoup d'exercices similaires. Je sais pas si vous avez déjà regardé Drive to Survive sur Netflix, là, mais tous les gars en vrai en Formule 1, ils font tous ces trucs avec taper les lumières vite, attraper les balles de tennis. Du coup, ma coach, elle s'appelle Lydia, c'est une docteure en neurosciences et elle fait de la préparation mentale et du neurotraining. C'est souvent 5, 6 exercices par séance qui sont des trucs de réactivité, de concentration. Je travaille énormément ma vision, qui est un truc que beaucoup de gens négligent en tant qu'athlète, mais c'est tellement important. Ma vision périphérique, ma capacité à garder mon équilibre en ayant ma vision distraite, des choses qui servent quand tu cours un tracé ou que tu as ton corps tordu dans un sens pour faire un catch. Garder toute cette capacité à repérer ton corps dans l'espace, à rester stable, à réagir le plus vite possible. Je fais des tests sur une tablette où je dois taper. Toutes les semaines, on traque mes données, savoir comment j'ai dormi, à quel point ça a pu impacter mes temps de réaction. On essaye des routines j'ai jamais eu une vraie routine pré-game parce que une routine aide vraiment à se concentrer et à avoir le même mood et le même setup pour jouer tous les matchs. Donc c'est ça, on travaille sur plein de choses sur mon cerveau et mon esprit, de la proprioception pour mon genou, des exercices, des lumières qui s'allument avec un chiffre. Selon l'exercice, tu dois regarder la couleur du chiffre ou alors le chiffre, toucher des cônes, attraper des balles de tennis, attraper les reactive catch, là, les trucs à 3 à côté, rouge, jaune, bleu. Plein de choses comme ça. C'est vraiment très cool. Elle m'a aussi incorporé des routines le matin et le soir pour mettre mon cerveau prêt à s'actionner le matin et prêt à dormir le soir. Et de la méditation avec de la visualisation aussi. Donc beaucoup de choses avec elle. Intéressant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui embarquent dans ce coaching-là. Là. Ouais, non, c'est vraiment un très gros encadrement et c'est vraiment très cool. Quel effet est-ce que tu as ressenti le plus de gains avec ce type d'entraînement-là, de réactivité, plus précisément? Déjà, d'une semaine à l'autre, sur des exercices similaires, on voit une différence. Au début, on a un exercice que mon préféré, j'avoue, c'est lancer le reactive catch, regarder d'un côté, capter la couleur qui est affichée sur l'écran et attraper le reactive catch avec une couleur. Et le nombre de catchs que j'étais capable de faire en 1 minute, il a genre doublé en 2 semaines parce que mon cerveau, il est là, bam, bam. L'information va beaucoup plus vite, une clairvoyance mentale, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup moins ce truc où mon cerveau est embrumé, tu vois. Des fois, t'es là, ton cerveau, il est ralenti ou il est un peu fatigué. Et là, il y a beaucoup moins ce truc. Dès que j'arrive, que je fais ma routine, c'est visuel surtout, ça ouvre vraiment quelque chose dans mon cerveau. Intéressant. Vraiment, 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 vraiment. C'est vraiment très cool. Est-ce que tu as senti des effets sur tes skills au foot? Traquer la balle, catch, etc. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment couru mes tracés, tout ça, je sais pas encore. Je pense que oui. Il y a un petit truc en ce moment, je fais une centaine de catchs 2 fois par semaine et je drop pas. Après, je cours pas, je suis pas en mouvement, mais en ce moment, je ne drop pas. Des balles que des fois je droppais ou quoi, là, je ne drop pas en ce moment et j'espère que ça va rester comme ça parce que ça, j'ai senti, il y a une concentration sur. En tant que receveur, un truc que j'avais beaucoup de troubles à faire de temps en temps, c'est quand mon cerveau il est fatigué, fin de journée, quand j'ai fait du montage toute la journée, traquer le ballon, le regarder et le voir net jusqu'à l'avoir rangé. C'était plus du réflexe en mode, alors que là, j'ai vraiment la clairvoyance de mon cerveau de se concentrer sur mon ballon à chaque moment. Sur les 100 catchs, mon cerveau il est concentré 100 fois.
Et là, j'ai ressenti cet impact, mais j'ai tellement hâte de courir des Ouais. tracés, d'être live et tout pour voir à quel point. Genre, je suis sûr et persuadé que là, ça fait 3 semaines que je fais ça. Quand ça va faire 4 mois, genre, ça va être indécent là. Ouais, J'espère. on veut des updates, là. Ouais, je vous C'est tiendrai sûr au qu'on courant. veut des updates. C'est sûr. Great. C'est drôle parce que j'en parlais cette semaine, mardi soir. Le mardi soir, on fait des coachings avec les All-Stars qu'on coach chez MVP. Puis cette semaine, on parlait justement de concentration. Puis tout a parti de parler de concentration, d'études pour les finals. Puis finalement, on a terminé qu'on parlait beaucoup de concentration sur le terrain, à l'entraînement, puis tout ça. Puis une des choses qu'on parle peut-être pas assez, c'est que genre tout le monde parle de training, tout le monde parle d'entraînement de foot, tout le monde parle de skills, tout le monde parle de tout ça, mais on parle jamais d'entraîner nos cerveaux comme on entraîne nos corps. Puis je pense que ça peut vraiment être un game changer d'un paquet de façons. Il y a un paquet de façons de le faire. Il y a le neurotraining comme toi tu parles, il y en a qui font de la préparation mentale, tu as parlé de visualisation. D'autres vont parler de méditation, de mindfulness, un paquet d'affaires comme ça. Puis je suis aussi en train de lire un livre qui s'appelle 11 Rings de pourquoi j'ai un blanc sur son nom? L'ancien coach des Bulls puis des Lakers, Phil Knight, de Phil Knight. Puis une des choses qui parle beaucoup que lui a fait avec ces deux équipes-là, puis je veux dire, il a gagné 11 championnats à travers les 11 équipes, c'est un peu fou, là. Il a eu la chance de coacher Michael Jordan puis Kobe Bryant, ce qui est un peu fou aussi, mais une des choses qui parle beaucoup, qui fait une différence, puis que le monde au début trouvait bizarre qu'il faisait, c'est qu'il fait beaucoup d'entraînement de mindfulness, des affaires de respiration avec les gars, puis ils mettent vraiment un focus sur tout ça. Puis à la fin de la journée, il explique que ça fait une différence sur le terrain quand tu as des gars qui réussissent à être plus focus, plus mindful dans le moment présent, puis que quand toute l'équipe a cette synergie-là, ça peut être vraiment un game changer. Ouais, ça m'étonne pas parce que j'ai vraiment hâte. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir comment tu vas performer. Un low-hanging fruit, je pense, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est des choses que tu peux faire dans la même journée que tu as fait un training, puis ça n'aura pas d'impact sur ta récupération en tant que telle, ça va pas te déranger du tout, là. Fait que quelqu'un qui vise à en faire plus, peut-être que faire ces choses-là est vraiment plus intéressant qu'essayer de fitter 8 training, 4 courses, 4 muscu par semaine. Des extra bins, des extra... Tu sais, c'est pas là que ça se passe. Là. Les extras peuvent être faits vraiment dans une autre sphère qui va probablement amener beaucoup plus de bénéfices sans nuire à ta récupération, tes performances par la suite. Non, personnellement, en tout cas, moi, ça m'allume une lumière, puis je vais prendre le temps de diver là-dedans, puis voir si je peux intégrer ça à ma pratique. Faut que je suis dans les prochains There you go! Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Genre, déjà, on n'utilise pas beaucoup de capacités de son cerveau, mais si on peut utiliser ne serait-ce que genre 5% en plus, Game changer. ça serait... Game ouais, changer. bien sûr. Je pense que j'ai vraiment hâte de suivre ta prochaine saison, puis de voir l'impact que ça a, puis que je veux dire, tout est documenté, là. Je veux dire, tu vas rien cacher, on va tout le voir. Ton tape, je veux dire, ça va être en there, les yeux vont être sur toi à ce moment-là quand tu vas revenir au jeu. Comme, j'ai vraiment hâte de voir l'impact que ça a, d'un point de vue, tes performances réelles, ce qui peut se tracker, mais aussi ce qui se track pas, puis toi, ta perception sur le terrain, comment ça se passe, ainsi de suite. C'est vraiment intéressant. Ça va être une vidéo YouTube à regarder, c'est clair. C'est sûr. Ouais. Puis il va par falloir contre, ça faire met aussi de la pression. Ouais, mais... Ouais. Mais t'apprends... Non, mais je veux dire, en ce moment, tu travailles avec quelqu'un qui t'apprend à gérer cette pression-là. Ouais. Puis il faut juste que tu sois capable de la gérer comme il faut ensuite de ton côté, mais tu fais ce qu'il faut pour. Fait que je suis pas vraiment inquiet à ce niveau-là. Ouais, non, cette année, je suis prêt. Genre, je suis prêt à dire, je suis prêt pour la pression. Genre, j'ai envie d'avoir la pression. Genre, regardez-moi. Genre, vraiment, je suis prêt à dire ça. C'est une caractéristique des joueurs de très très haut niveau, là. C'est des gars qui souvent, sont pas dérangés par cette pression-là, puis deux, même recherchent à être exposés. Parce qu'ils ont tellement confiance en leur capacité ou ils aiment ce challenge-là. Comme, ils veulent être out there, ils veulent être on the spot, puis ils sont comme bring it on. Je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre des athlètes de très haut niveau, même si des fois ils font ces choses-là de façon inconsciente. Bien sûr. Non, c'est sûr, mais personnellement, quand je me suis fait la rupture du ligament croisé, déjà, je pensais que c'était juste une entorse. Le lendemain, j'ai marché un petit 13 km, un plaisir. Et en fait, quand j'ai appris que c'était une rupture, genre, je m'y attendais tellement pas, ça m'a... Genre, grandes larmes, grands pleurs, saison finie et tout, j'étais en mode, quoi? Genre, ça m'est arrivé à moi et tout. Et peut-être pendant
25 minutes, j'étais en mode putain, c'est horrible. Et après, j'ai eu, genre, c'est rapide, hein, et c'est pas assez, genre, ouais, j'ai grindé et tout, mais j'ai eu direct un déclic en mode putain, mais toute ma vie, genre, j'étais là, j'étais content à jouer au foot, genre, ça peut être enlevé comme ça. Genre, mets les trucs de ton côté pour qu'au moins tu joues au foot. Toujours, tu dis, ouais, regardez, moi, c'est pas moi qui fais les meilleurs stats, je fais mes vidéos, mais il n'y a pas besoin. Non, vas-y, prends une saison, là, tu vas avoir 8-10 mois pour revenir. Fais-le à fond, et quand tu reviens, dis, vas-y, regardez-moi, ouais, je fais ça, ouais, je fais des vidéos, ouais, je suis prêt à jouer au foot. Et ça m'a fait vraiment un déclic qui est quelque chose que j'aime. Et j'ai mes potes qui se moquaient souvent de moi, mes coéquipiers ou quoi, parce qu'avant, des fois, je lançais des projets et j'étais à fond pendant 3 semaines, et après, j'étais en mode, vas-y. Et depuis que je me suis fait les croisés, franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est triste à dire, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai vraiment développé une éthique de travail physique et aussi mentale. YouTube, le YouTube avant croisé et post croisé, ça a tout changé. Donc, ouais, franchement, c'était triste sur le moment, mais au final, c'est vraiment une bonne chose. C'est fou, on le voit tellement, il y a plein de gars qui se déchirent le croisé, puis pendant un instant, ils pensent que c'est la fin du monde, c'est la fin de leur carrière, puis on le voit de plus en plus, là. Je veux dire, quelqu'un qui se déchire le croisé une fois, c'est you're back, puis c'est vraiment correct, c'est vraiment normal, puis la plupart reviennent au même niveau, si pas meilleur. Puis tu vois, mon premier croisé est aussi, c'est plate à dire mon premier, là, mais mais c'est un événement qui a changé ma vie pour le mieux, honnêtement. Je veux dire, d'un point de vue de sérieux que j'ai pris à l'entraînement, de sérieux que j'ai pris avec la nutrition, c'est là où j'ai trouvé un coach pour l'entraînement, j'ai trouvé un coach pour la nutrition. Je me suis mis à être plus sérieux avec mon sommeil, avec tout ça, puis ça fait où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Je veux dire, pas avoir eu ce déclic-là, peut-être que j'aurais pas pris le même intérêt vers l'entraînement puis la nutrition, puis peut-être que ma carrière de football aurait pas été la même non plus, puis à la fin de la journée, tout arrive pour une raison. Je pense réellement que c'est vrai. Puis tu le vis, je l'ai vécu. Bam, tu as eu la chance de rester en santé. Tu as eu d'autres adversités, for sure. Mais, man, je pense que c'est quelque chose à... Quand tu joues pas, tu te blesses pas. Good times. All right. C'est un peu le running gag, Léo. Ouais, je l'avais. Tu l'avais capté. Mais là, on a vraiment, vraiment pris un tournant. Mais une des choses que je voulais m'assurer de parler aujourd'hui, c'est parler de... On a beaucoup parlé de la transition de la France vers le Québec, que ce soit pas football collégial ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment qu'on parle du football. Qu'est-ce qu'un athlète québécois collégial ou universitaire? Parce qu'il y a plusieurs athlètes collégiales qui ne passent pas au niveau universitaire. Il y a plusieurs athlètes universitaires qui ne passent pas au niveau pro, mais qui aimeraient continuer à jouer. Comment un joueur québécois peut se retrouver à aller jouer en France ou ailleurs en Europe, peu importe la ligue, là, que ce soit en D1 avec vous, dans une autre équipe de la ligue ou en ELF? Alors déjà, je pense que ça va être de plus en plus simple, entre guillemets, pour les Québécois de venir jouer en France, grâce à la francophonie, tout simplement. Déjà, les équipes elles vont peut-être vouloir de plus en plus... Il y a quelques années, ça recrutait beaucoup en NCAA, etc. Maintenant, il y a l'ELF qui recrute les top recrutes que tu peux avoir en Europe. Et du coup, quand tu es joueur universitaire ou quoi, que tu parles français, que tu peux arriver dans une équipe en France, amener quelque chose culturellement, être présent pour les sponsors, les événements, pouvoir coacher les jeunes dans la même langue, etc. Je pense que c'est le créneau à saisir en ce moment si vous êtes québécois. Il faut savoir par contre qu'un Québécois en France et en Europe, un Canadien, compte comme un import américain. Donc, des fois, c'est triste à dire, mais des fois, il y a encore des coachs qui vont dire je préfère prendre un mec qui a joué en D3 NCAA, qui était backup QB en D3 NCAA, mais vas-y, il a joué en NCAA, plutôt que Jonathan Sénécal, parce que vas-y, il a joué au Canada. Il y a des coachs encore comme ça en Europe, de moins en moins, mais voilà. Donc, le mieux, c'est quand tu es québécois, c'est d'avoir de la famille, je sais pas, en Italie, des origines, un double passeport. Ça, c'est incroyable. Si tu as un double passeport parce avec que t'es pas un import. toute autre nationalité, tu comptes comme un import, mais européen. Et tu as le droit à 4 ou 6 imports européens. Et si tu peux avoir un mec qui a joué toute sa vie universitaire, enfin, dans le système canadien québécois, vas-y, tu vas le prendre, tu vois, par rapport à un gars qui a joué en Pologne, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est le meilleur truc. Et ça peut être double passeport. Tu peux être, par exemple, canadien, mexicain. Tu comptes quand même comme un import européen.
C'est bizarre, Ah je ouais? sais, mais c'est juste Canada et États-Unis comptent comme des apports américains. OK. J'aimerais qu'ils changent ça, ce serait bien, mais c'est ça. Ensuite, pour venir jouer, déjà en vrai, comme j'ai dit, vu que tu comptes comme un apport américain, faut peut-être avoir soit une grosse expérience collégiale, là, avoir un bon gros tape collégial, ou au moins une expérience universitaire, parce que ça pèse bien sûr dans ton CV et dans le tape que tu peux envoyer, tu vois. Ensuite, il y a quelque chose qui est très simple, c'est un site qui s'appelle Europlayers, sur lequel tu peux t'inscrire, mettre ton tape, mettre ce que tu recherches, mettre ton niveau de jeu, les positions à laquelle tu joues. Et les coachs regardent toujours, tous les coachs européens sont tout le temps sur cette plateforme. C'est là où ils vont aller chercher des joueurs, etc. Et puis après, c'est ça, il y a par exemple Dimitri Sinodinos, Ouais. quarterback de McGill, qui l'a fait cette année. J'ai joué avec lui au Euh, cégep. ok, J'ai joué avec lui, puis avec Pierce ouais, Dumais qui Pierce. joue aussi. Ouais, fait que j'ai joué Ouais, avec ces deux gars-là au cégep. les deux sont partis en tant qu'import en Finlande. Et ils ont déchiré la ligue d'ailleurs, tous les deux. Il y a aussi un gars qui jouait à Laval avec vous, un receveur qui a joué en France. Jonathan Euh, Breton-Robert. ouais, Jonathan Mhm. Breton-Robert, exact, qui jouait aussi en France en Division 1, au Grizzly. Donc il y en a de plus en plus, donc c'est cool. Il y a eu aussi, époque 2020, Gabriel Cousineau qui a joué. Ah ouais? Il est parti faire une saison en France. Bon, la saison a été annulée par le Covid. Il n'avait pas joué au foot depuis 5 ans, donc c'était une Ah. saison un peu compliquée pour lui. Mais voilà, il y a de plus en plus qui le font. Et en vrai, comme j'ai dit, venir jouer en France, et quand tu as un coach français qui doit recruter un gars à talent à peu près égal, à tape à peu près égal, tu as un gars qui parle français, Mhm. tu peux le ramener, bien sûr, ça va jouer dans la balance. Moi, j'attends, je pousse pour qu'on recrute Joe Sénécal la saison prochaine à Thonon, mais je sais pas si vous l'aurez. Je vous le souhaite, honnêtement. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Peut-être que des plus grandes choses qu'il a. Ouais, je pense. À quoi un joueur canadien, un Québécois peut s'attendre en termes d'accommodation et de rémunération? Est-ce qu'il y a de l'argent qui l'attend ou c'est plus l'expérience puis le fait de pouvoir voyager en Europe? À quoi il peut s'attendre? Non, c'est sûr qu'il y a de l'argent. Déjà, quand tu as un import, tu es payé. Il y a que très très peu d'imports qui sont pas payés. Et tu es aussi logé. Toutes les équipes vont te loger. Il n'y a aucune équipe qui ramène des imports sans les loger. Des fois, tu as des deals de nourriture. Nous, à Tonon, par exemple, c'est nourriture logée plus de l'argent qui fait de l'argent de poche, entre guillemets, parce que tu as la voiture fournie aussi, tu as le gaz, tu as un logement, de la nourriture. Tu dépenses ton argent. Tu pas de grandes dépenses essentielles, quoi. Selon ton niveau, selon les équipes, ça dépend. Ça peut être entre 500, 1000 si tu négocies bien, 1002 si tu négocies très bien, par D'argent de mois, poche. Mais c'est en vraiment de l'argent de poche d'argent parce de que tes poche. dépenses sont pas mal couvertes. C'est ça. En OK. France, c'est largement assez pour vivre. Euh, Tu vis pas le grand luxe, faut avoir quand même des économies, faut pas se baser sur ça pour faire peut-être un living, tu vois, de vivre de ça. Mais c'est ça, ça serait ça les rémunérations auxquelles s'attendre. Aussi, un truc important, faut pas s'attendre à arriver en France et être en mode ça va être. J'ai joué à Laval, ça va être les mêmes Mhm. infrastructures, le même emploi du temps et tout. Non, tu auras beaucoup plus de temps libre. Va falloir que toi, en tant qu'import, tu amènes des choses à l'équipe, que tu amènes du coaching, que tu amènes une vision. Aussi, tu as un import. Et la situation d'import, elle est très spéciale. Il y a vraiment de l'attente de tout le monde autour de toi. Mais il y a aussi un import, tu dis vas-y, j'aimerais bien qu'on roule plus ce jeu pour que j'ai plus la balle. Bon, tu passes un peu pour un con quand même, mais la plupart des coachs, ils vont être en mode ouais, on le paye, faut qu'il ait la balle, faut qu'il joue, faut qu'on fasse Faut que des. ça fonctionne. On le C'est ça, paye, faut que ça fonctionne. exactement. Donc il y a du Tu veux temps, de pas avoir un l'argent, import qui est un flop, là. exact. Donc ils vont investir du temps et tout pour toi. Et c'est différent. Jouer en France, c'est différent, tu vois. Il y a des Américains, et c'est souvent comme ça, des gars qui ont joué D1 NCAA, ils arrivent en France, c'est tellement différent que finalement, ils sont pas forts. Ou alors, il y a Ouais. des gens qui se disent, vas-y, c'est la France, je vais jouer 50%, ça va aller, ça va pas du tout. Il faut quand même jouer, il faut quand même être sérieux, il faut quand même être là. C'est pas le même niveau, j'en ai déjà parlé au début de ce podcast, mais faut pas y aller, justement. Tous les gens qui sont allés avec ce truc, ouais, vas-y, ça va être un niveau plus simple, tranquille, je vais prendre relax, ils ont aucun réussi. Donc, Je t'ai- ça reste du football à la fin de la journée. Mhm. je Mhm. t'écoute, puis ça me donne envie de faire un comeback et aller jouer en Europe. Viens-t'en. Let's go, Ouais. Marc, on fait un comeback. Honnêtement, je serais game. Je serais game une saison ou deux. Projet Has-Been 2. Y a-tu
Léo, y a-tu des ligues, parce que définitivement d'un pays à l'autre, la France, en tout cas cette année, a été, si on veut, la force au football en Europe. Est-ce que il y a des pays où est-ce que c'est plus facile d'aller? Est-ce que les quotas sont les mêmes partout? Est-ce qu'il y a des endroits où ils payent mieux que d'autres parce que le pays a plus de ressources pour le football? Comment ça fonctionne? Bien sûr, c'est pas les quotas pareils partout, ce qui est bizarre d'ailleurs, mais c'est comme ça. Je crois qu'en Allemagne, c'est 4 Américains, en Finlande aussi. En vrai, aller en Finlande, c'est le bon plan. Plus j'y pense, plus la Finlande, c'est le bon plan. Ça paye bien, la vie est pas trop chère là-bas. Il fait Et froid. puis, il fait un peu froid, mais ça va, tu joues l'été. C'est une Ouais. saison de l'été, donc t'as pas le temps froid. Juste par contre, t'as pas de nuit. Ça, c'est un truc de fou. Le soleil ne Ah se ouais, couche hein? pas des fois pendant ta saison. Donc ça, ton rythme C'est circadien, il est crazy. bien abîmé là. Et Je rêve d'aller en Iceland, ouais, en français, je sais pas c'est quoi Iceland, Islande. mais en Islande, ouf, oui. Je rêve d'y aller l'été. Ouais, pour Je pas rêve avoir d'y de aller nuit. l'été pour le vivre, pas avoir de nuit. C'est sûr que ça te dérègle, mais ça doit tellement être spécial là, de vivre ça, puis j'en rêve. Ça, c'est définitivement sur mon bucket list de voyage. Ouais, non, j'ai pu aller voir mes potes jouer en Finlande en 2021. Et c'est spécial, hein. T'es là, il est 3 heures du matin, il fait grand soleil. T'es en mode, bah, c'est Wow. bizarre quand même, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr. Pardon, Finlande, c'est pas mal parce qu'ils ont des quotas d'import beaucoup plus élevés, donc beaucoup plus simples. France, c'est bien pour la barrière de la langue. Enfin, Mhm. il n'y a pas de barrière généralement. La plupart des Québécois, en vrai, sont bilingues. Mais tu peux apporter quelque chose. Donc, ton CV vaut plus qu'un Américain. Allemagne, c'est pas mal, mais Allemagne, c'est vraiment les coachs qui. Tu sais, il y a peu de joueurs allemands qui vont jouer au cégep. C'est pas, il y a peu de joueurs allemands qui Mhm. vont jouer à l'université au Canada. Il y a moins cette liaison entre les deux pays, donc Est-ce c'est que c'est moins la barrière de répandu. la langue Donc, aussi? ouais, je pense que ça joue, bien sûr. Il y a beaucoup moins. Tu vois, en France, tout le monde, beaucoup en tout cas de gens connaissent le championnat universitaire canadien, savent un peu, suivent, savent ce qui se passe. Mhm. Je m'en rendais pas autant compte, mais avec le podcast qu'on a avec Nick, on a pu parler un peu de ça et les gens étaient vraiment en mode ouais, moi je regarde, tati, tata. Ah ouais, Donc c'est cool, mais tu vas dans d'autres pays en Europe, bien sûr, il y a beaucoup moins ça. aucune Et du idée. coup, va vraiment y avoir ce truc où ils regardent un peu de haut, vas-y, c'est le Canada, nous on veut les États-Unis, tu vois. Ouais, je comprends. Cool. Fait Great. en So, gros, juste pour récapituler, tu montes un tape, t'envoies ça à des coachs ou tu te mets sur le portail. Europlayer, le portail, ouais. Ok. Fait que tu vas t'inscrire, tu peux aller sur Internet, puis genre moi je peux aller m'inscrire live là, sur Europlayer. Ouais, vous devriez le faire d'ailleurs. je fais ça tantôt. Vous inscrivez. Mettez un tape et puis mettez les demandes ouvertes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous avez besoin d'un téléphone, si vous avez besoin d'une accommodation, si vous avez besoin d'un salaire, quel range de salaire. Tu peux mettre, tes coachs peuvent mettre des genre lettres de motivation, pas de recommandation. Ok. Vraiment, il y a plein de choses comme ça que tu peux choisir sur le site et les coachs contactent. Les coachs contactent, ils envoient plein de trucs, tu peux te faire contacter et même que ça ne devienne pas concret tout de suite, mais c'est ça. Tu peux explorer tes Cool. options comme ça. Cool. Good Puis stuff. je vais te poser la même question, mais point de vue de coach. Il y a la saison, premièrement, est de quand à quand en Europe, normalement? Février. Ah, alors, en France, c'est février à fin juin. Ouais, c'est ça, fin juin. OK. Donc, les saisons sont comme complètement opposées là, entre le Mhm. Québec puis la France. Je suis coach, je veux coacher en France où je pense que je peux apporter quelque chose dans un club. C'est quoi, y a-tu un Eurotransfert coach? Bien sûr, sur Europlayer, tu peux aussi mettre catégorie coach. Et puis, tu peux te faire recruter en coach, hein. Il y a plein de coachs qui Ah viennent, qui ouais. passent un été en France, qui sont là, qui font spécialisent une position en France, pas Mhm. forcément, mais dans d'autres endroits en Europe. Et c'est ça, c'est cool. Tu seras pas beaucoup payé. Déjà, les emports sont pas tant payés, mais en coach, sûrement moins. Mais tu es en Europe, si tu as un peu d'économie, tu es logé, tu as une bye week toutes les 2 semaines, 3 semaines. Tu Pour peux voyager voyager vite en Europe. avec le Beaucoup de train, gars font ça, tu vois. j'oublie le nom, là, mais avec le train qui va partout Le Le rapidement. TGV, TGV? ouais. Ouais. Ouais, non, c'est pratique. Nice. Intéressant. Surtout qu'il y a un Ouais. abonnement, là, une carte de train illimitée. Tu peux prendre n'importe quel train. Je sais plus c'est combien, genre, je crois que c'est 3 mois. C'est un truc genre 100 € par mois et tu peux prendre le C'est train fou. où tu veux. C'est fou. C'est malade. Je Malade pense qu'on a l'Europe un pour ça. plan. Là. Je pense qu'on a un plan. Mhm. Let's Mais go. peut-être que la partie de coach est plus raisonnable que la partie de joueur, par contre. Alright. Qui sait? Cool. Hey. Good stuff.
Ça fait déjà un bon moment qu'on parle. Léo, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder? Est-ce que tu voulais en profiter pour parler à nos auditeurs qui sont peut-être plus des jeunes Québécois, des jeunes footballeurs québécois? Euh, Est-ce que j'ai quelque chose en particulier à dire? Non, on pouvait parler de YouTube. Je sais qu'on avait gardé ça un peu pour la Ouais. fin. Ouais. Si j'ai quelque chose à dire à vos auditeurs, continuez d'être des auditeurs, d'écouter tout ça. Euh, voilà, j'espère aider aussi à faire rendre le football canadien et au Québec populaire, que ce soit en France ou dans d'autres endroits en Europe, en l'amenant. Et j'espère aussi pouvoir vous partager, montrer comment ça se passe, la France, l'Europe, et voilà, faire un échange de culture bien cool. Ouais, Absolument. c'était bon. Je pense que ça clôt le volet football. Oui, Voilà. on On se attend, lance on attend dans YouTube. mars. C'est ça, on peut se lancer dans YouTube. Pour le football, on attend mars et on aura des nouvelles de comment ça va Ouais. se Ouais. passer bien. Parle-nous On de va comment faire ça un fonctionne. épisode follow-up for sure. C'est ça. Parle-nous de ta réalité de YouTuber un petit peu actuelle. Comment ça a réellement commencé? Comme tu nous as parlé qu'à partir de 2019, tu t'es mis à avoir un plus gros following. Est-ce que ça a commencé avec les vidéos justement des carabins et ces affaires-là? Ou comment ça s'est vraiment lancé? Parce que de ce que j'ai compris, ça fait longtemps que tu fais du vidéo, tu fais du contenu, tu fais des trucs. Ouais, vraiment très longtemps. Ma première vidéo YouTube dans laquelle je suis apparu, c'est en 2008. Donc il y a vraiment encore beaucoup de Wow. gens qui savaient même pas juste que c'était YouTube. C'était le grand frère de mes potes qui avait une chaîne YouTube et on faisait des courts-métrages. Ensuite, quand j'avais 11-12 ans, je suis allé sur l'ordinateur de ma mère faire des podcasts, pas des podcasts comme on enregistre, mais des podcasts à l'époque, comme, je sais pas si vous connaissez, mais les Cypriens, Ah, ça me dit Barman quelque et tout. chose. Le Genre nom juste me dit quelque chose. des petits sketchs face à une caméra. J'avais 11 ans, je mettais ça en ligne sur YouTube. 11, 12, 13 ans, j'ai fait ça jusqu'au point où j'étais un poil populaire pour ça dans mon secondaire, donc collège en France. Ouais. Quand j'avais 13 ans et tout, les gens ils étaient en mode ah ouais, ouais. Puis finalement, c'était jeune, c'était rien de sérieux. En fait, il faut savoir que la deuxième vidéo que j'ai postée personnellement, je suis allé dormir et le lendemain, elle avait 200 000 vues. Sauf que 200 000 vues à l'époque. Ah Euh, ouais. on, on parle de 2012-2013, c'est genre Ah, c'est gros, là. Tu te indécent. réveilles puis C'est tu genre, capotes, là, t'as aucune idée, tu ouais, comprends pas. vraiment. En plus, c'était pas une vidéo de fou, c'était 10 choses à faire quand on s'ennuie. C'était une vidéo que j'avais 11 ans, 12 ans sur la vidéo, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc ça, j'ai toujours aimé créer des vidéos, j'ai toujours filmé des trucs, tout ce que je fais. Et du coup, quand je suis parti à Saint-Hyacinthe, après ma première saison à Saint-Hyacinthe, je suis revenu en France et j'étais en mode putain, mais le football américain, c'est fou, ça a changé ma vie. En un an, j'ai commencé le foot, je suis parti au Canada, j'ai rencontré des gens, j'ai fait tout ça. J'ai envie de partager, vas-y, je fais une vidéo et je partage ça. Je la mets en ligne, ça plaît aux gens. Je me dis, vas-y, j'ai envie de refaire une vidéo. Je refais une vidéo où je filme un entraînement, ça plaît aux gens. Je refais une vidéo où je filme genre un concours de célébration avec mes potes de mon âge. Boum, pareil. Troisième vidéo, buzz. Genre, enfin, buzz un peu moindre, mais un truc comme 70 000 vues en une nuit. J'étais en mode, quoi? Je Ah refais ouais. pas du tout ces stats à l'heure actuelle, hein, j'en suis loin, mais c'était. J'en suis là en dessous, mais c'était fou. Et depuis, c'est ça, j'ai partagé. J'ai vu que les gens, ils étaient curieux de savoir comment ça se passait. Je jouais dans une des meilleures équipes de France. J'ai commencé à partager toute notre saison, tous nos matchs. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et voilà, j'ai continué aussi cette saison. Mais cette saison, j'ai rencontré d'autres youtubeurs, des gars qui font ça pour métier. On a pu s'asseoir, parler, analyser ce que je faisais. Et j'ai eu vraiment ce truc en mode, vas-y, j'ai l'opportunité. C'est cool de Mhm. partager les matchs, c'est bien, c'est mon format et je garderai et je continuerai de faire. Mais genre, je peux aller voir des trucs vraiment gros là. Je peux faire des trucs vraiment cool. Et Nice. ce que Comme t'as j'adore, fait. c'est ça. C'est raconter des histoires. Et vas-y, j'ai commencé à faire ça et ça a bien fonctionné. Mhm. Comme t'as T'es fait. pas Je pense obligé de que te limiter. cet automne, t'as À- fait des vidéos incroyables, aller à Tennessee. Tu sais, on en a vu d'autres avec les Carabins, mais t'as fait Tennessee, t'as fait Penn State, t'es allé à Londres pour la NFL. Ben, c'est comme, ça, c'est probablement plein de belles opportunités. Puis plus t'en as, plus la prochaine est grosse, si on veut. Puis je veux dire, la NFL à Londres, c'est quand même dur à battre, là. Mais c'est, t'as des plans en tête, hein? Ouais, et un petit truc cool le 11 février normalement. OK. Wow. OK. Donc, ouais. 11 février, ça tombe pas la date ou proche des finales de la NFL? Ouais, peut-être. Un petit truc cool à Las Vegas à ce moment-là, en tout cas, voilà. Oh! Oh! Wow. Oh! On n'en dit pas plus? On n'en dit pas plus, mais
Ouais, non, c'est fou. Et moi, surtout, il y a un autre truc qui me plaît, au-delà de vivre ces expériences et tout, c'est les rencontres. C'est juste rencontrer. Genre là, genre, j'ai déjà discuté avec Patrick Mahomes. Euh, je suis presque un pote de Juju. On discute, on s'envoie des messages et tout. Ah Genre, ouais? il me met des places pour aller voir ses matchs. Genre, il y a un truc de. Moi, quand j'ai commencé le foot en 2016-2017, j'avais fait une vidéo juste comme ça où j'avais dit ouais, mon joueur préféré c'est Juju. J'aime trop. Il venait d'arriver à Pittsburgh, il venait d'être drafté Mhm. du USC. Il est stylé. Et là, genre 4 ans après et 5 ans après, il met les matchs, des places pour aller voir ses matchs. On échange, on discute et tout. Donc c'est genre c'est fou. C'est ce Incroyable. parcours-là, moi, Comment, Comment, comment tes juste comment, comment interactions? rencontrer des t'en gens. es arrivé? L'année dernière, je suis allé voir mon premier match NFL à Kansas City. En fait, l'année dernière, c'est là où j'ai vraiment eu ce tournant. C'était à la même période l'année dernière, fin octobre l'année dernière, donc un peu plus tôt. J'ai mon pote Samy qui fait des vidéos aussi sur YouTube et on s'est dit, viens, on va aux États-Unis et on essaye d'aller filmer tous les niveaux de foot. J'ai un pote à moi qui jouait en France à Thonon, qui est parti jouer en high school au Texas. J'ai envie d'aller le voir parce qu'il m'aidait à filmer mes vidéos en France. Juste de lui redonner, filmer, montrer son quotidien. Viens, on va voir ça. Et de là, on essaye d'aller voir un match NFL. On avait regardé un peu les dates, il y avait des matchs à gauche, à droite, on ne savait pas trop. On est arrivé là-bas et en 4 jours, on a parlé à tellement de gens, tellement connectés et on est allé filmer du coup ce match de high school. On a filmé le lendemain un high school 6A, donc top niveau high school là, dans un bête de stade au Texas parce qu'il avait un de ses potes qui jouait là-bas. De là, on a parlé, il y avait le match Oklahoma-Texas. Donc un gros match là aux États-Unis. On n'avait pas de Ouais. ticket, on est allé, on a réussi à rentrer dans le stade sans ticket, on a filmé ça et on partageait tout. On faisait du daily vlog sur ces réseaux. Et là, il y a un média français qui nous a dit hey, je peux essayer de vous avoir une accréditation peut-être pour le match des Chiefs. Ah ouais. Donc on a dit oui. On a conduit ouais, de Dallas à Kansas City dans la nuit. Donc c'était quand même un gros trajet. Et on est arrivé à Kansas City. On a dormi chez un mec qui avait vu nos vidéos pareil, qui avait dit vas-y, moi j'habite là-bas, venez. Et vraiment, c'était une Incroyable. aventure, tu vois. Et on est Ouais. arrivé à Kansas City et on nous donne nos accréditations. Première fois qu'on a des accréditations NFL, si on est un peu stressé, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec. Donc on essaye, on bip, on va sur le terrain pré-game. Genre, je suis à côté de Devante Adams qui est en train de s'échauffer. On filmait tout, j'étais fou. Finalement, on se fait virer du terrain parce que nos accréditations ne donnaient pas le droit au terrain. Et on demande, vas-y, ça donne accès à quoi exactement? Et ils nous disent, ça donne accès press box et vestiaire post-game. Ah Vestiaire ouais. post-game, moi je suis en mode quoi? Et du coup, post-game, c'est ça, on est descendu dans le vestiaire. Il y avait Juju qui était assis. Moi, je suis allé le voir. J'ai dit, hey, gros, voilà, moi, je te kiffe depuis un moment. Je fais des vidéos sur YouTube. Et on a commencé à parler de foot, de soccer. Et il m'a dit, vas-y, moi, j'aimerais bien venir en France. Bah, prends mon numéro et on s'écrit et tout. Et de là, voilà, on a continué à connecter. Et après, on est sorti. On est un peu resté comme ça dans les vestiaires parce que c'était. Enfin, devant les vestiaires, c'était fou, tu sais. Tous les journalistes, ils vont très vite, ils posent des questions chiantes. On était en mode, waouh, c'est quoi ce qu'on vient de vivre? Et au recoin d'un couloir, on croise Patrick Mahomes comme ça. Et du coup, on a discuté vite fait avec lui. Et c'était cool, tu vois. Genre, c'est fou de pouvoir faire ça. C'est Et incroyable. ça, c'était incroyable. Tout part d'un projet, d'une Incroyable. idée que vous avez eue. On s'en va là, on essaye, on parle à du monde, on pose des questions, on demande, on se fait dire non, on demande encore, on se fait dire oui. Puis finalement, ça se rend comme... Ça a dû se faire dans l'espace de quelques jours, là, tout ça quand même. Là, ça devait être Ouais, incroyable. 4 jours. Honnêtement. Jeudi, vendredi, samedi, Incroyable. dimanche, lundi. Ouais, 5. Donc, non, ça, Incroyable. c'était fou. En plus, quand je disais, j'ai investi dans YouTube. À l'époque, ça nous a coûté à peu près 2 000 € de ce voyage. J'avais genre 2 300 € à mon nom, là. J'ai T'en restait vraiment. 300 pour revenir. C'est ça. Au cas où, pour survivre, j'ai mis là-dedans, j'ai dit, vas-y. Genre, je suis sûr que ça va marcher, ça va apporter quelque chose. Incroyable. Incroyable. Donc, c'est Quel, ça. Est-ce quel que... joueur de la NFL ou même NCAA que tu as eu la chance de côtoyer et parler qui t'a donné la meilleure impression, qui a laissé la plus grosse impression sur toi? En vrai, on a eu la chance dans notre podcast d'avoir Ben Saint-Just. C'est cool, c'était inspirant. C'est un parcours fou et tout, donc je pense qu'il a eu de l'impact. Vraiment. Mais je dirais, celui qui a eu le plus gros impact, c'est Jordan Whittington, qui est un receveur de Texas. C'est le premier gars qui m'a ouvert les portes en mode vas-y, je peux te faire visiter Texas. Faut savoir que j'ai payé pour faire ça. Il m'avait fait payer en mode
ils perdent pas le nord, tu vois. Maintenant, les joueurs universitaires, ils peuvent gagner des sous. Il m'a dit, vas-y, $150, je te fais faire je te fais visiter et tout, tu peux faire une Ah vidéo. ouais? Ouais. Et j'ai dit, vas-y, ça me rapportera plus sur YouTube. Donc, j'ai filmé avec lui. Et en vrai, c'est tellement une gentille personne, un bon gars. Puis, j'ai tout de suite porté plus d'attention à ce qu'il faisait. Et en gros, c'est un receveur incroyable. Il bloque comme personne, il a des bonnes mains et tout. Sauf qu'il est dans une équipe où déjà, ça court beaucoup, Texas. Et ils ont 2 receveurs stars. Ils ont Xavier Worthy, qui est leur numéro 1, qui est vraiment le gars qui va partir premier tour de draft ou deuxième tour. Et ils ont Adonai Mitchell, qui est un transfert de Georgia, qui est aussi un gros receveur. Donc lui a beaucoup moins de temps de jeu, de balles et tout. Mais c'est tellement un talent NFL, il va aller faire la ligue. Et c'est un gars qui est super ouvert, qui parle beaucoup de santé mentale, de tout ça. Euh, c'est un gars qui est très centré sur le côté personnel et humain, plus que sur le côté joueur de foot et star et tout. Et c'est vraiment une bonne personne, donc je dirais lui a eu le plus gros impact. Ça me fait penser, vraiment, là que tu dis ça, t'as aussi rencontré Kenny Stills, qui a Ouais, vraiment Quand j'ai vu que vous l'aviez rencontré, je pensais à Londres, je me suis mis à aller voir ce qu'il faisait, parce que je me souviens de lui un petit peu dans la NFL, puis je suis allé voir ce qu'il faisait, puis c'est en est un autre qui a vraiment comme, tu sais, qui est ouvert sur un côté plus personnel, des fois plus vulnérable, qui va parler de ses expériences, des expériences différentes que le monde n'ose pas parler. Ça, c'est honnêtement, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer un jour. ouais, Kenny Steele, c'est une très bonne personne. On n'a pas, enfin, on a un peu parlé quand même à quand on était à Londres pour la NFL. Et en fait, il y avait ce truc, tu vois, que tu le dises, j'avais quasiment oublié que c'était un joueur NFL. Il y avait ce truc tellement humain, tellement, vas-y, il est là, on discute tranquille, on parle un peu de tracé, de foot, de l'impact du football en Europe. Lui, il veut déménager vivre à Londres, ou peut-être il a déménagé vivre à Londres, et il veut aider le sport à grandir sur le continent européen. Donc, ouais, c'est une très bonne personne. Incroyable. Est-ce que, en date d'aujourd'hui, ça serait quoi ta plus belle expérience que YouTube t'a fait vivre Je pense que en vrai, il y a ce voyage-là, enfin les 5 jours au à Texas, Kansas? Ouais. c'est ça, c'était fou, tu vois, de faire tout ce parcours, c'était galère, c'était des problèmes et tout, mais au final, l'histoire, elle est incroyable. Il y a ça, et il y a un truc, c'est ultra personnel, mais un truc qui m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux. C'est il y a 3 4 semaines, je suis allé à Francfort voir un match européen, qui était un bon match, hein, Chiefs contre Dolphins, donc gros match, grave cool. Et en fait, c'est même pas lié à un joueur NFL, c'est juste qu'à la fin du match, j'ai rencontré Antoine Griezmann. Je sais pas si vous connaissez Antoine Griezmann. C'est un joueur de l'équipe de France de soccer. C'est genre, il est connu là, mais connu, connu, connu. Il est vraiment fort. Et je le vois et je suis en mode, wow, ok, faut que je lui parle. J'avais dit dans le podcast, c'était mon top. Genre, si j'aimerais inviter quelqu'un, c'est lui. Euh, et je lui ai parlé et il me dit, ah, mais je t'ai quitté, je regarde tes vidéos. Et ça Ah m'a fait un ouais. truc de ouah! Genre, c'est joueur équipe de France, là, il est un peu moins connu que Mbappé, mais pour les Français, c'est vraiment la même chose, tu vois. Donc, il me dit, ouais, moi, je regarde tes vidéos et tout. Bah, c'est cool, bah, viens, on reste en contact. Et il m'a envoyé un message sur Instagram, voilà, il y a pas longtemps et tout. Donc, Incroyable. j'avoue Incroyable. que ça, c'est un truc qui m'a fait Tu vas l'avoir wow! sur le podcast? Ouais, j'aimerais bien. Je pense qu'on va essayer d'aller avec Nick à Madrid, le prendre sur le podcast. Incroyable. C'est- Puis c'est fou parce que j'ai l'impression que du point où tu es rendu là, ta plateforme peut juste continuer de grandir, d'accélérer, d'avoir plus de traction, de rejoindre plus de monde, de vivre des expériences, mais des plus grandes expériences. Puis plus l'expérience que tu vis est grande puis nice, plus il y a de monde qui veulent l'avoir. Puis c'est ça qui est fou, C'est c'est ça. que là, ça va vraiment. C'est vraiment, vraiment nice. C'est inspirant parce qu'il y a tellement de monde qui en rêve, puis personne ne le fait. Puis toi, tu le fais, tu t'es dit, j'ai absolument rien à perdre. Probablement qu'au début, tu avais des vidéos que tu le postes, puis là, c'est un flop, puis c'est comme, c'est pas grave, j'en fais un autre, Mhm. puis j'en fais un autre, puis j'en fais un autre. Puis à un moment donné, avec cette constance-là, puis d'essayer, puis de te faire dire non, puis tout ça, ben, regarde où est-ce que t'es rendu, c'est vraiment incroyable pour le faire. Non, ça c'est vraiment, vraiment cool. Il y a eu beaucoup de reconnaissance cette année. Même on a pu organiser des 1 contre 1 en France, à Paris, avec Nick. Et tu vois, Destroying, c'est son format, il a vu cette vidéo, il m'a envoyé des messages. Bah, t'as vu la vidéo de Londres, voilà, il a proposé Ouais. peut-être qu'on collabore sur un projet ensemble. C'est ça, d'ailleurs, petite exclu, deuxième exclu, les 1 contre 1 arrivent bientôt à Montréal. Donc voilà, That's it. ça sera That's cool. it. Et non, c'est vrai, c'est des bonnes opportunités. Après, je t'avoue, il y a toujours une peur profonde et
intime de j'ai pas envie de déconnecter de ma communauté. C'est genre, j'aime ma communauté, je sais comment ma communauté réagit au truc, c'est genre tous mes refs, tu vois. Et j'ai peur qu'en faisant tout ça, il y en ait qui déconnectent en mode ah vas-y, c'est plus atteignable. Avant c'était cool, on l'aimait parce que c'est le gars qui joue en France qui partage ça. Maintenant c'est des trucs, il va aux États-Unis, il va peut-être au Super Bowl, etc. Genre c'est fou, tu vois. Et j'avoue que ça me fait un peu peur, mais en même temps c'est des expériences que les vrais, ceux qui sont là depuis le début, ils me voient vivre ça, ils sont en mode putain, mais c'est incroyable. Donc c'est ça. Ça, mais je pense que si à travers tout ça, tu restes toi-même, tu restes la même personne, puis tu continues de faire ce que tu as toujours fait. Tu sais, c'est pas juste de OK, ben là, ce que je faisais avant qui a attiré plein de monde, qui a attiré ma communauté, eux, ils étaient là pour ça, ben là, c'est derrière moi, c'est pas assez big. Mais tu sais, si tu continues encore de faire ça, puis de connecter avec le monde, j'ai aucun doute que c'est du monde qui vont te suivre là-dedans. Là. Je veux dire, c'est un peu fou. Tu sais, probablement que tu le vis souvent du fait de il y a plein de monde qui te suivent, que tu connais pas personnellement, puis tes voix, puis eux, ils ont l'impression de tout connaître de ta vie, de vraiment bien te connaître. T'es comme, what's up? J'ai fait une petite dinguerie là dans ma dernière vidéo, j'avais pas rendu compte, mais au montage, j'ai leak mon numéro de téléphone. Il était Ah ouais? dans un screenshot et j'ai pas vu. Il était dans les messages du dessus et donc merde. Hier, la vidéo sort. 2 minutes après, il y a un mec qui m'appelle. Genre vraiment, c'est pour montrer ma communauté, c'est comment. Il m'appelle, il me dit Léo? Je dis ouais. Il me dit oh, déjà, je veux te dire, je suis fan de ce que tu fais et je vais te dire, fais attention, il y a ton numéro qui a leaké dans la vidéo, faudrait que tu l'écoutes. Et j'ai reçu genre 400 messages de gars hey, salut frérot, j'espère que tu vas bien, continue ce que tu fais, j'adore, juste fais attention, ton numéro a leak. Alors que tu sais, il y aurait pu avoir des mecs tellement mal intentionnés ou mauvais ou quoi, que de la bienveillance, que des gens super gentils et tout, donc vraiment cool. C'est comme un C'est accident vraiment... qui a amené quelque chose de positif. Là. Exact. Vraiment. C'est quoi ton. Là, comme tu as compté plusieurs histoires où est-ce que tu croises des célébrités, du monde qui sont bien connus dans le monde du sport. Écoute, il y a des gars dans la vie qui ont de la misère à aller aborder une fille au bar. Comment tu fais pour aller aborder une superstar de la NFL? C'est quoi ton icebreaker? Je pense que j'ai la règle des 3 secondes que j'utilise beaucoup dans ma vie. Je sais pas si vous connaissez cette règle. C'est genre tout est un saut en parachute. Tu comptes jusqu'à 3 et en fait ton cerveau ça désinhibe quelque chose et ça fait ok vas-y on y va. Pareil pour les douches froides ou quoi, c'est 1, 2, 3, boum ça y va. Et moi je suis là, je suis en mode putain qu'est-ce que je vais dire? Et je dis vas-y on s'en fout. 1, 2, 3, boum et on y va. Et j'ai pas forcément de icebreaker ou quoi. J'essaye toujours de marquer les joueurs en n'étant pas le mec relou, en n'ayant pas des questions chiantes, genre ah ouais, Mhm. t'as tes receveurs qu'on drop tes passes, Patrick Mahomes, tu t'en sors comment et tout. Trouver des trucs cool, des trucs fun, des trucs que j'ai tellement de chance. Il y a un truc qui a tellement d'impact sur les joueurs. Je joue au foot. Je sais, bah, je joue pas en NFL, mais je sais un peu ce que c'est de jouer au foot. Je comprends des trucs. Quand t'es là, t'as les médias qui te posent les mêmes questions, des gars de 40, Ouais. 50, 60 ans qui sont chiants, qui veulent leur vue, qui veulent leur buzz à la télé. Et que t'as un gars qui dit oh, lourd, ta paire de crampons et tout, t'étais confort dedans, ou je sais pas, des trucs comme ça. Ou, hey, j'ai vu que tu kiffais le football en Europe et tout, t'es parti voir Real Madrid, c'était comment? Et ça crée un truc en mode ah wow, il vient pas me casser les couilles ce gars-là, il vient pour parler d'un truc genuine qui l'intéresse. Et c'est ça, c'est la ping-pong technique. Petite question comme ça, icebreaker, il répond, une question par rapport à sa réponse, il se sent confortable et après on rentre dans cette communication. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Puis, penses-tu que le fait que tu arrives, surtout aux États-Unis, puis t'es français, je veux dire, ils t'entendent, ils savent que t'es pas américain, penses-tu que ça vient faire comme, hey, tu sais quoi, il est différent, euh, je vais porter attention à lui un peu plus que l'autre, que je le sais déjà ce qu'il me veut, tu sais, versus le français, c'est différent, ça fait long, comme, il y a jamais un français qui est venu me voir dans le vestiaire après une game. Tu sais, probablement que ça vient Ouais, créer une énergie différente aussi. ah, ça c'est sûr, ça a vraiment un impact. Ils entendent l'accent français. Et puis la France est quand même bien vue aux États-Unis, tu vois. Donc ça joue. Ça joue. Patrick Mahomes, c'est pour ça qu'il s'est arrêté pour nous parler. Il a entendu notre accent. Il a dit ah, vous venez d'où et tout? De France. Ouais, c'était notre premier match NFL. Il y a ce truc de waouh, c'est fou, tu vois. Genre lui il joue dans la Ouais. NFL, pour lui c'est normal. Là il y a un mec de France qui vient le voir. Et d'ailleurs, Nick, quand on est allé voir le match NFL à Londres, des fois, il prend un accent français, parce qu'il parle super bien anglais, normal, il est full bilingue. Il prend un petit accent français pour nous faciliter les interactions, Ah ouais? parce que sinon, ils vont réagir, ils vont pas réagir de la même façon quand ils parlent vraiment avec un accent Smart. français. That's it. Des fois, il faut Smart. savoir jouer ses cartes. Ouais, non, c'est sûr, Great ça a stuff. l'impact. Exactement. Great stuff. Man. Exactement. Good stuff.
C'était vraiment cool. Je pense, je vois qu'on va être dans nos épisodes de podcast les plus longs. Je pense qu'on va, on va couper cela pour aujourd'hui. Non, mais pour le vrai, j'ai absolument aucun doute que ça va être un des épisodes où est-ce qu'ils vont avoir le monde accroché jusqu'à la fin. T'sais, on est capable de voir ces stats-là, j'ai aucun doute. Je pense que de loin, un de nos bons. Puis c'est drôle parce que celui avec Nick, on a reçu beaucoup de commentaires positifs comme quoi le monde avait aimé ce format-là, qui avait été plus long aussi avec Nick. Je me souviens pas combien de temps, mais je pense il y a trop de choses à parler. Honnêtement, ça va être à refaire à un autre moment. Je pense que le moment de le refaire va être à ton retour au jeu ou quelque chose comme ça, là, être capable de parler de ça. Ça pourrait être très, très cool en reparler au printemps. Ouais, bien sûr. Une fois que je reviens à ma saison, quelques matchs, même juste après la saison, pourquoi pas, je serai là avec grand plaisir. On fait ça. Good stuff. Merci beaucoup, Léo. Honnêtement, merci mille fois. Est-ce que tu veux juste laisser où est-ce que les gens peuvent te suivre? Instagram, TikTok, YouTube, pour ceux qui ne te suivraient pas déjà? Ouais, bien sûr. Pour me suivre, c'est simple. C'est Léo Sartell, SART2EL, partout. C'est ça, sur tous les réseaux sociaux. Et puis voilà, merci à vous aussi. C'est vraiment bien ce que vous faites, c'est vraiment cool. Moi-même, je suis maintenant un All-Star member, je peux le dire. Donc, c'est vraiment cool. Là, tout à l'heure, d'ailleurs, un petit truc drôle, j'ai dit, plus tard dans la journée, j'ai un podcast, j'ai enregistré un podcast à un de mes coéquipiers. Il m'a dit, ah ouais, pour qui? Je dis, ouais, MVP Nutrition. Il m'a dit, mais non, trop cool! Donc, vous voyez, en France, vous avez de l'impact. Ouais. That's it. C'est donc cool. C'est vraiment cool. Right. Non, c'est trop bien ce que vous faites. Continuez, puis merci beaucoup. Good stuff. Cool, merci beaucoup. Peace. Ciao. Si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté cet épisode, ça fait très plaisir. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin et du coup, je vais vous demander de commenter et de dire à Coach Marc de venir jouer en France ou en Europe, ça serait vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Tous vos retours font toujours plaisir aux gars comme à moi qui vais lire tous les commentaires. Merci pour la force, merci pour le soutien, merci pour tout ça. Et puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. On a dit de toute façon, nouvel enregistrement quand je reviens de me croiser et j'aurai mis 1500 yards en un match. Voilà.